Saint-Étienne a cette étrange capacité à paraître paisible, même quand tout bouillonne sous la surface. La ville s'est forgé un visage de pierre et de verre, fait d'immeubles administratifs modernes, érigés là où se trouvaient autrefois les vieilles usines, et de quartiers résidentiels où les haies sont taillées au cordeau et où les voitures brillent devant les portails. Mais il suffit de descendre quelques rues plus bas, derrière la colline, vers Montrénaud, ou les vieux faubourgs le long du Furan, pour basculer soudain dans un autre monde, celui des bars d'immeubles aux crépis écaillés, des petites épiceries aux enseignes délavées, des enfants qui jouent dans la cour sans surveillance et des femmes qui se lèvent avant 6 heures du matin, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Clémence Morel a vécu dans ce second monde toute sa vie, et elle ne s'est jamais plainte. Avant de plonger pleinement dans cette histoire, arrêtez-vous un instant, juste ici, avant de vous laisser emporter par ce qui va suivre. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, car chaque jour nous vous proposons de nouveaux récits qui ne laissent personne indifférent. Laissez un j'aime et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Nous aimons savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Et maintenant, retournons à Clémence et à ce matin qui a tout changé. Elle se leva à 5h15. Léo dormait encore, emmitouflé dans la couverture jaune que Mamie Rose avait tricotée avec de la laine achetée au marché de Bellevue. Cette couverture était douce, un peu élimée sur un coin que Léo avait pris l'habitude de téter avant de s'endormir, et Clémence la considérait comme l'un des rares objets de l'appartement ayant une véritable histoire. Pas une histoire achetée en magasin, mais une histoire façonnée à la main. Elle s'habilla sans bruit, mangea une tartine de fromage au-dessus de l'évier parce qu'il n'y avait plus de place à table. La table était jonchée de sacs de courses, du tricot de sa mère et d'un vieux magazine que quelqu'un avait posé là et que personne n'avait jeté. Elle but une gorgée de thé du thermos préparé la veille. Elle enfila ses chaussures de travail, bon marché, solides, grises, sans fioritures. Elle prit son sac de nettoyage et sortit. Dehors, l'air était froid et pesant. Les arbres le long de la rue restaient immobiles, comme si la nature dormait encore. Clémence ferma la porte à double tour, le verrou du haut, puis celui du bas, et se dirigea vers l'arrêt. La marche lui prit 7 minutes. Le bus arriva avec 4 minutes de retard, comme tous les lundis. Elle monta, valida son titre, s'assit près de la fenêtre et ferma les yeux, non pour dormir, mais pour ne pas s'inquiéter durant le trajet. Elle savait qu'elle s'inquiéterait toute la journée. Elle voulait au moins ces 20 minutes pour elle. Son travail pour l'entreprise Éclat & Logis l'avait conduite dans le quartier du Cours Foriel il y a 8 mois. Avant cela, elle nettoyait à l'hôpital. Le salaire était plus bas, mais l'environnement était prévisible. Dans le secteur privé, elle gagnait 400 € de plus, mais les clients étaient différents. Certains polis, d'autres froids, d'autres encore qui traversèrent la pièce où elle travaillait sans même la saluer, comme si elle n'existait pas. Clémence avait appris à vivre avec. Elle venait, faisait son travail, repartait. Elle n'en demandait pas plus. La nouvelle adresse que l'agence lui avait assignée dès ce lundi était une grande demeure au bout d'une impasse privée, derrière une grille en fer forgé. Clémence avait reçu la description de Sandrine, la régulatrice, une maison de 6 pièces rénovée de façon moderne, cuisine équipée, 3 salles de bain, un bureau, une terrasse et un jardin d'environ 400 mètres carrés. Le client était un homme seul, son nom, Adrien Valois. Sandrine avait prononcé ce nom avec une légère hésitation que Clémence avait remarquée. Mais elle n'avait pas posé de questions. Chaque client avait sa réputation dans la base de données de l'entreprise, et le silence de Sandrine n'augurait rien de bon. Elle arriva à 7 heures pile. Elle sonna au portail. Un silence. Puis le portail s'ouvrit électroniquement sans qu'un mot ne soit prononcé dans l'interphone. Clémence entra, remonta l'allée bordée d'une pelouse impeccable et s'approcha de la porte d'entrée. Une femme d'un certain âge, les cheveux gris tirés en un chignon serré, vêtue d'un tablier sombre, lui ouvrit avec une expression qui n'était ni accueillante ni hostile. Elle était précise. « Dame Françoise, je suis la gouvernante ici depuis 12 ans. C'est vous la nouvelle ?»« Clémence Morel, je commence aujourd'hui. » Françoise la jaugea du regard, des chaussures de travail jusqu'au visage, puis se retourna et entra. « Suivez-moi. » La maison était vaste et silencieuse. Le hall d'entrée avait un sol en bois sombre et les murs étaient nus. Pas de tableaux, pas de photos, pas de miroirs. Des lignes épurées, des matériaux nobles, une personnalité inexistante. Comme un hôtel de luxe entre 2 clients. Clémence le nota dans un coin de sa tête, non par curiosité, mais parce que cela en disait plus sur le client que n'importe quel discours. « Les règles sont simples, » dit Françoise en la guidant dans le couloir. « Vous n'entrez dans le bureau que si M. Valois est absent, ou s'il vous y autorise expressément.
Idem pour la chambre. On ne déplace rien, on ne range rien ailleurs, on ne fait aucun commentaire. Vos horaires sont de 7h à 14h, du lundi au vendredi. Le vendredi, on ajoute les vitres et la terrasse. Très bien. Monsieur Valois est là. Il est dans son bureau. Ne frappez pas avant qu'il ne vous appelle. Et si je dois nettoyer le bureau? Vous attendez. Clémence acquiesça. Françoise lui montra le local des produits d'entretien, indiqua les étagères de vaisselle à ne pas toucher et mentionna que le plan de travail de la cuisine était en marbre de Carrare et ne supportait pas les produits acides. Clémence écoutait sans interrompre. Cette partie du travail l'ennuyait, mais elle savait qu'elle était nécessaire. Une fois, elle était intervenue dans un appartement où personne ne lui avait dit qu'un meuble de salle de bain était mal fixé, et elle avait fini par arracher une porte. Depuis, elle écoutait. Elle commença par la cuisine. Elle travaillait avec méthode, du coin vers le centre, du haut vers le bas. L'évier, le plan de travail, l'électroménager, le carrelage, ses mains étaient entraînées. Elle savait où s'arrêter et où recommencer sans que son cerveau n'ait à les diriger. Elle pensait à Léo, comment sa mère allait l'emmener chez elle, ce qu'elle lui donnerait au petit déjeuner s'il allait essayer de se lever seul aujourd'hui. Il marchait depuis seulement 3 mois, avec hésitation, beaucoup d'efforts et une joie qui illuminait tout son visage à chaque pas réussi. Clémence se surprit à sourire doucement au-dessus de l'évier. Il était 8h30 quand un bruit provint du bureau. Pas une voix, juste le son d'une porte qui s'ouvre, puis un mouvement dans le couloir, différent d'une marche humaine, métallique, régulier, discret. Clémence tourna la tête et le vit. Adrien Valois était dans un fauteuil roulant, un modèle en aluminium compact, qu'il maniait avec une telle aisance qu'il semblait être une extension de son propre corps. Il était grand, et même assis, on devinait que s'il se levait, il dépasserait le 1,80 m, cheveux sombres coupés courts, un peu ébouriffés comme après une nuit agitée. Des yeux couleur café noir verrouillés par une expression que Clémence identifia immédiatement, celle d'un homme qui a appris, au fil des ans, à ne plus rien laisser paraître. Sa chemise bleue était froissée. Ses mains sur les roues du fauteuil étaient fermes et calmes. Il s'arrêta au seuil de la cuisine et la regarda. Clémence le salua. « Bonjour ». La réponse ne vint pas tout de suite. Adrien l'examina. Non avec intérêt, mais avec cette forme d'attention froide avec laquelle on évalue une nouvelle marchandise. Puis il dit « C'est vous, la nouvelle ». « Oui, Clémence Morel. Je commence aujourd'hui. C'est Sandrine qui vous envoie ?» L'agence Éclat en logis, oui. Il hocha la tête. Il fit pivoter son fauteuil et repartit dans le couloir. Ni salut, ni bienvenue, rien d'autre. Clémence se retourna vers son évier. « Alors, c'est comme ça que ça se passe ici, » pensa-t-elle. « Très bien. » Cela lui convenait. Le silence était plus facile que l'hypocrisie. Françoise revint à la cuisine vers 9h15 avec un air légèrement surpris. « Il ne vous a pas renvoyé, » murmura-t-elle. Clémence leva les yeux. Pourquoi m'aurait-il renvoyé? Les 3 précédentes sont parties ou ont été remerciées en moins d'une semaine. Pour quelle raison? Françoise marqua un temps d'arrêt, pesant ses mots. Monsieur Valois est exigeant. Il a une idée précise de la façon dont les choses doivent fonctionner. Et si ce n'est pas le cas, il le fait savoir. Je vois. Clémence essora son chiffon. Moi aussi. Françoise la fixa un instant. Puis au coin de ses lèvres, une amorce de sourire presque imperceptible vacilla. « Nous verrons bien », dit-elle avant de s'éloigner. Le vendredi de la première semaine, Clémence faisait briller les vitres du salon quand la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Adrien sortit, le téléphone à l'oreille, parlant fort d'un contrat en retard, d'un sous-traitant qui n'avait pas respecté les délais, de millions d'euros suspendus à une signature que personne n'avait apposée. Clémence continua son travail. Elle passa à la vitre suivante. Elle vaporisa le produit, sortit sa raclette. « Un instant », dit Adrien au téléphone. Il écarta l'appareil de son oreille et regarda Clémence. Ce produit ne laisse pas de traces sur le verre? Clémence regarda le flacon dans sa main. C'est un produit professionnel. Il ne devrait pas. La précédente l'utilisait et il y avait des traces partout. Alors elle l'appliquait probablement mal. Un silence s'installa. Adrien la jaugea. « Vous en êtes sûr ?»« Je suis sûr de ma technique. Le résultat parlera de lui-même. » Une courte pause. Puis il remit le téléphone à son oreille et retourna dans son bureau. Clémence termina la vitre, essuya les cadres et recula d'un pas. Aucune trace. Elle passa à la suivante. Françoise observait la scène depuis la porte et ne dit rien. Mais le soir, alors que Clémence enfilait sa veste pour partir, la gouvernante lui apporta une tasse de café,
sans demander, sans commentaire, et la posa sur le meuble de l'entrée. Clémence la remercia. Françoise se contenta d'un signe de tête. Dans ce petit geste, il y avait plus de reconnaissance que dans bien des discours. La deuxième semaine fut calme. Clémence travaillait, Adrien travaillait. Ils ne se croisaient que lorsque leurs chemins se coupaient dans le couloir ou la cuisine, et leurs échanges étaient minimaux. Un salut poli, parfois une instruction monosyllabique de sa part, une réponse brève de la sienne. Françoise l'initiait progressivement aux détails de la maison, où se trouvaient les doubles des clés, comment fonctionnait la machine à laver industrielle, ce qui était permis ou non. Clémence écoutait et mémorisait tout. Le mercredi de la troisième semaine, Clémence arriva 5 minutes plus tôt que d'habitude et surprit Adrien dans la cuisine. Il était assis à table, ce qui était rare, car il déjeunait d'ordinaire dans son bureau et fixait une tasse de café perdue dans des pensées dont il semblait difficile de s'extraire. Sur la table, à côté de la tasse, posée à l'envers, se trouvait une photographie. Clémence ne chercha pas à regarder, mais elle remarqua le cadre. Adrien n'y touchait pas. Il se contentait de fixer le vide. Clémence passa à côté, prit un chiffon et commença à nettoyer la plaque de cuisson. « Vous commencez toujours à 7 heures, dit Adrien sans la regarder. « Je suis arrivé en avance aujourd'hui. Le bus a roulé plus vite. Personne n'avait besoin de vous plus tôt. »« Je sais. Je peux quand même commencer. » Il ne répondit pas. Il prit sa tasse, but une gorgée et se déplaça de son fauteuil vers le plan de travail avec un mouvement fluide, témoignant d'une coordination physique parfaite malgré son handicap. Il se servit un autre café et repartit vers son bureau. Il laissa la photo sur la table. Clémence ne le suivit pas du regard. Elle nettoya la plaque, puis l'évier. Quand elle arriva à la table, elle ne souleva pas la photo, ne la retourna pas. Elle nettoya autour d'elle et continua son chemin. Mais elle en avait vu assez. L'homme sur la photo ressemblait à Adrien. La même ligne de mâchoire, la même carrure. Il était plus âgé. Il souriait à l'objectif avec une sincérité qu'on n'invente pas pour une pause. Le vendredi de la troisième semaine apporta la première véritable confrontation. Clémence déplaçait des dossiers dans une étagère du bureau. Adrien était sorti. Françoise lui avait ouvert la pièce en lui disant de dépoussiérer les rayonnages. Clémence travaillait vite, rangeant les classeurs sur le côté pour atteindre le fond. Une pile de dossiers était instable sur une table d'appoint. Clémence l'avait vue, mais elle ne l'avait pas encore sécurisée, privilégiant le nettoyage immédiat. Soudain, la porte s'ouvrit. Adrien entra et s'immobilisa. Il balaya la scène du regard, les étagères ouvertes, les dossiers déplacés, Clémence au milieu du désordre. « Qui vous a permis de toucher à mon bureau ?» Sa voix n'était pas forte, mais elle était tranchante comme un scalpel. « Madame Françoise m'a ouvert et m'a dit que... »« Madame Françoise vous a ouvert, mais je ne vous ai pas donné l'autorisation. » Clémence se redressa. Elle tenait son chiffon à la main. « Mon planning prévoit l'entretien complet. Françoise m'a donné l'accès. » « Françoise n'a pas le droit de vous donner l'accès à mon bureau. Ce droit m'appartient à moi seule. » Clémence hocha la tête. Elle commença à remettre les dossiers exactement là où ils étaient, sans un mot. Adrien surveillait chaque mouvement. Quand elle eut replacé le dernier classeur, elle se tourna vers lui. « J'ai compris. La prochaine fois, j'attendrai votre accord personnel. » Il ouvrit la bouche, probablement prêt pour une dispute qui ne vint pas. Clémence passa à côté du fauteuil, prit son sac de produits et sortit. Elle ferma la porte derrière elle sans un bruit. Françoise attendait dans le couloir avec l'expression d'une femme qui savait que cette scène allait arriver. « Je suis désolée, j'aurais dû lui demander d'abord. »« Ce n'est rien, » dit Clémence. « Maintenant, je le sais. Il ne vous a pas renvoyé. » Clémence regarda la porte du bureau. Derrière, c'était le silence. « Non, » dit-elle. « Pas cette fois. » Françoise poussa un soupir, discret, presque inaudible. Mais Clémence l'entendit. Cette nuit-là, alors que Léo dormait et que sa mère cousait près de la lampe, Clémence resta assise sur le bord de son lit. Elle repensait à l'expression dans les yeux d'Adrien quand elle était partie sans broncher. Il ne s'y attendait pas. C'était clair. Il attendait de la résistance, des larmes ou des excuses. Et elle ne lui avait rien donné de tout cela. Elle lui avait donné un acquiescement et un départ digne. Et dans ce court instant avant de fermer la porte, elle avait vu sur son visage quelque chose qu'elle n'y avait jamais vu auparavant. Pas encore du respect, mais l'embryon de ce qui précède le respect, la surprise de constater qu'un être humain ne fonctionne pas comme on l'avait prévu. Clémence s'allongea et se couvrit. Dehors, le vent soufflait sur les collines stéphanoises et la fenêtre grinçait légèrement.
Léo respirait régulièrement dans son petit lit derrière le paravent. Sa mère éteignit la lampe et murmura un « bonne nuit ». Clémence ferma les yeux. Demain serait un autre jour. Elle recommencerait depuis le début. C'était ainsi que les choses avaient toujours été, et c'était ainsi qu'elles continueraient, jusqu'à ce que quelque chose change. Et pour l'instant, rien n'indiquait que quoi que ce soit allait bouger. Il existe des gens pour qui la colère est un carburant. Adrien Valois était de ceux-là. Il avait appris cela à un âge où la plupart des gens ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire de leur vie. Il avait appris que si l'on dirige la colère vers l'intérieur, elle vous consume. Mais si on la dirige vers l'extérieur de manière précise et contrôlée, elle devient un moteur. Et Adrien possédait un moteur qui ne s'était pas arrêté depuis 20 ans. Il ne s'était pas arrêté après l'accident, ni après l'enterrement, ni même quand le matin il se regardait dans le miroir et voyait un homme qui avait tout réussi et qui pourtant n'avait rien qui vaille la peine de s'arrêter. Le travail était pour lui comme l'eau pour un homme qui revient d'un long désert, non pas parce qu'il était particulièrement savoureux, mais parce que sans lui, d'autres choses surgissaient, des choses qu'il préférait fuir. La 4e semaine du travail de Clémence commença par un lundi pluvieux. Elle arriva par le bus, entra, salua Françoise et commença par la buanderie. Françoise ne lui donna pas de consigne particulière, précisant seulement que M. Valois avait une réunion à l'extérieur et ne rentrerait que dans l'après-midi. Clémence hocha la tête et se mit à l'ouvrage. C'était le premier matin où la maison était vide de la présence d'Adrien, et Clémence réalisa ce que cela changeait. L'air était différent, ni meilleur ni pire, juste différent, sans cette couche de tension qui imprégnait les murs, comme l'électricité statique avant un orage. Elle travailla de la buanderie aux salles de bain jusqu'au salon. Là, elle s'arrêta devant la grande baie vitrée. La pluie tambourinait sur la terrasse, coulant en ligne droite sur le verre. Le jardin était sombre et luisant. Les collines lointaines du Pilat avaient disparu derrière la brume. Sur une étagère près de la fenêtre, il y avait des livres. Clémence ne les commentait jamais. C'était la règle. Mais là, seule dans la pièce, elle les examina de plus près. Des ouvrages techniques sur l'architecture et l'urbanisme, des encyclopédies économiques reliées en cuir, quelques volumes de droit. Puis, coincé entre une norme de construction et un atlas épais, un petit carnet fin sans titre sur la tranche. Clémence le tira d'1 centimètre, juste pour voir. Un journal intime. Pas un livre édité. Un cahier à couverture rigide fermé par un élastique, elle le repoussa exactement là où il était et passa à la fenêtre suivante. Adrien revint à 15h15. Clémence terminait de nettoyer le couloir de l'étage quand elle entendit le bruit du portail puis des voix en bas, la sienne et celle de Françoise, puis des bruits de pas, puis le silence. Elle continua son travail sans bruit, et peu après, elle entendit un son qui la fit s'immobiliser. Un piano. Quelque part en bas, dans une pièce où Clémence n'était jamais entrée, quelqu'un jouait, lentement, irrégulièrement, pas comme un exercice mais comme une recherche. Une mélodie commençait, s'arrêtait, revenait au début. Elle se répétait. Puis vint une mesure réussie, fluide, mélancolique, cristalline. Clémence, son chiffon à la main, ne bougea plus. Cela ne dura pas longtemps. 5 minutes, peut-être 6. Puis le piano se tut. Clémence redescendit avec son matériel. Adrien se tenait, assis dans son fauteuil, près de la fenêtre du salon, regardant la pluie. Il se tourna vers elle, en l'entendant arriver. Terminé ? Oui, l'étage, les salles de bain et le couloir. Il hocha la tête. Puis, sans transition, sans préparation. Est-ce que quelqu'un dans votre famille jouait du piano ? Clémence marqua un temps d'arrêt. Une question inattendue. Ma mère jouait de l'accordéon quand elle était jeune, pas de piano. Adrien la regarda, non plus avec ce regard d'évaluation du premier jour, mais avec quelque chose de plus lourd. Mon père jouait du piano mal, mais il aimait ça. Il fit une pause. Le piano en bas était le sien. Clémence ne réagit pas immédiatement. Elle attendit une seconde, juste assez pour que sa réponse ne semble pas préméditée. « C'est une belle chose que vous l'ayez gardé. C'est un objet, dit Adrien, et dans ce mot « objet », il y avait plus qu'une simple définition. Clémence prit son sac et se dirigea vers la sortie. Près de la porte, elle s'arrêta, non par théâtralité, mais parce qu'une pensée lui traversa l'esprit. Elle se retourna. Les objets que les gens nous laissent ne sont jamais seulement des objets, mais cela, chacun le sait pour soi-même. Elle partit. Elle n'attendit pas de réponse. Et durant tout le trajet en bus, elle se demanda pourquoi elle avait dit cela. Ça n'aidait en rien.
On ne dit pas ce genre de choses à un client. Et pourtant, ces mots lui semblaient justes, non parce qu'elle voulait les dire, mais parce qu'aucune autre option ne s'était présentée. Le vendredi de la 4e semaine, Clémence arriva pour son service et Françoise l'attendait dans le hall avec une expression qu'elle n'avait pas encore vue, inquiète, un peu incertaine. Avant de parler, elle jeta un coup d'œil vers le bureau pour s'assurer que la porte était fermée. « Clémence, je voudrais vous demander d'être prudente aujourd'hui. »« Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Valois a passé une mauvaise nuit. Ça arrive, de temps en temps. Ne le provoquez pas, soyez juste attentive à votre ton. » Clémence acquiesça. « J'ai compris. » Ce n'était pas une réponse en l'air. Elle savait ce que signifiait une mauvaise nuit. Elle connaissait cela depuis l'époque où Léo avait des coliques et qu'elle se levait 4 fois par nuit avant d'aller travailler avec un cerveau qui ne fonctionnait que par pure volonté. Une mauvaise nuit laisse des traces tout au long de la journée, de l'irritabilité, de l'impatience, une tendance à voir tout en noir. Elle travailla calmement, en silence. Adrien était dans son bureau, la porte fermée cette fois. Clémence passait d'une pièce à l'autre. Vers 10 heures, elle alla dans la cuisine pour remplir son seau et c'est à ce moment que la porte du bureau s'ouvrit. Adrien sortit. Il s'arrêta au milieu du couloir. « Où est Françoise ?» Elle est allée voir le jardinier. Elle revient dans un instant. Adrien regarda sa montre. « J'ai une conférence téléphonique à 10 heures et j'ai besoin d'un café. » Clémence se tourna vers la machine à café. « Je vais vous le préparer. Vous ne connaissez pas les réglages. Montrez-les-moi. » Courte pause. « Je n'ai pas envie d'expliquer. » Clémence ne détourna pas le regard de la machine. « Alors, faites-le vous-même. » Un silence, plus long que d'habitude. Clémence ne savait pas ce qui allait suivre, une explosion, un départ ou rien. Ce fut le rien. Puis le bruit du fauteuil s'approchant du plan de travail. Adrien s'approcha, tendit la main vers la machine et, sans un mot, effectua les réglages. Clémence observa, en silence, attentivement. Elle mémorisa l'ordre des mouvements. Elle vit ce qu'il utilisait et en quelle quantité. Le café commença à couler dans la tasse. « La prochaine fois, je saurai faire », dit Clémence. Adrien prit sa tasse et repartit dans son bureau sans répondre, mais il ne ferma pas la porte complètement. Il la laissa entr'ouverte, d'1 centimètre ou 2, un détail. Mais Clémence le remarqua. La 6e semaine apporta une situation à laquelle elle n'était pas préparée. Le mardi matin, sa mère l'appela, calmement, sans panique, mais avec une phrase qui déplaça instantanément le monde de Clémence. « Léo a de la fièvre, presque 40. Je ne voulais pas t'embêter, mais tu dois savoir. » Clémence était dans le bus. Elle descendit à l'arrêt suivant, pas à celui de la maison d'Adrien. Elle resta sur le trottoir, évaluant ses options. Sa mère ne pouvait pas gérer. Son genou la faisait souffrir et elle commençait elle-même à avoir mal à la gorge. La crèche n'était pas une option, Léo n'avait pas de place. La voisine travaillait de nuit et dormait. Il n'y avait pas d'autre solution. Elle appela Sandrine à l'agence. Elle expliqua la situation. Sandrine l'écouta puis dit doucement que M. Valois était un client spécifique et qu'une absence sans remplacement n'était pas un bon début. « Je sais, » dit Clémence, « mais je n'ai pas le choix. » Sandrine hésita. « Essayez de vous arranger directement. Je ne noterai pas d'absence si vous trouvez un accord avec le client. » Clémence raccrocha. Elle resta sur le trottoir et prit sa décision en 10 secondes. Elle monta dans le bus suivant. Elle arriva à la maison, sonna, entra. Françoise ouvrit et comprit tout de suite que quelque chose n'allait pas. Clémence lui dit la vérité. Son fils avait de la fièvre, sa mère ne pouvait pas s'en occuper, elle n'avait personne. « Et vous êtes venu ici ?»« Je suis venu le dire en personne, pas par téléphone. » Françoise se frotta les mains sur son tablier, cherchant une solution. « Monsieur Valois doit vous voir avant que vous ne partiez. » « Je sais. » Françoise frappa à la porte du bureau. De l'autre côté, une voix sèche. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Clémence Morel a besoin de vous parler. » Pause. « Faites-la entrer. » Clémence entra. Adrien était derrière son bureau, devant son ordinateur portable. Il la regarda avec l'expression d'un homme interrompu en pleine concentration. « Mon fils a de la fièvre. Je n'ai personne pour le garder. Ma mère est malade. Je suis venu vous le dire en personne et m'excuser pour mon absence aujourd'hui. » Adrien l'observa un instant. « Combien a-t-il ? » « Presque 40. C'est beaucoup. » « Oui. » Adrien pinça les lèvres. Il regarda son ordinateur. Puis elle. « Cette journée sera déduite de votre salaire ou vous la rattraperez samedi. »« Samedi. Très bien. » Il retourna à son écran. « Allez-y. » Clémence hocha la tête et sortit.
Dans le couloir, Françoise attendait avec une expression qui disait « Ça s'est mieux passé que ce que je craignais ». Clémence prit son sac, le mit à l'épaule et se dirigea vers la porte. « Clémence ». La voix venait du bureau à travers la porte entr'ouverte. Pas forte, plutôt comme une pensée formulée au dernier moment. Elle s'arrêta. « Oui ?» Pause. « J'espère qu'il va guérir vite. » Clémence ne sut quoi répondre. Elle dit simplement « Merci » et elle sortit. Léo eut de la fièvre pendant 3 jours. Clémence vint le samedi et fit son travail exactement comme convenu. Adrien était là, mais il resta dans son bureau toute la journée. Quand Clémence partit, il dit juste « À lundi, 7 heures ». Rien de plus, mais c'était déjà quelque chose. La 8e semaine fut celle où, pour la première fois en sa présence, Adrien Valois laissa tomber le masque. Pas de manière spectaculaire, pas de façon visible pour un œil non averti. Mais Clémence le vit. C'était un jeudi. Adrien recevait une visite. Un homme d'un certain âge en costume, arrivé à 11 heures, restait dans le bureau plus d'1 heure. Clémence entendait le ton des voix, pas les mots. Celle d'Adrien était froide et monocorde, l'autre plus basse, conciliante, comme celle des gens qui apportent de mauvaises nouvelles et savent qu'elles ne seront pas bien reçues. L'homme partit à midi. Clémence nettoyait justement le couloir près du bureau quand Adrien sortit. Il passa devant elle sans un mot. Il se rendit dans le salon. Clémence continua sa tâche. 5 minutes plus tard, elle traversa le salon pour aller chercher un nouveau seau d'eau. Adrien était devant le piano. Le couvercle était ouvert. Ses mains étaient posées sur les touches, mais il ne jouait pas. Elle restait là, immobile, comme si le piano était la seule chose solide à laquelle il pouvait se raccrocher à cet instant. Clémence passa discrètement. Elle ne dit pas un mot. Elle prit son seau et retourna dans le couloir. Mais elle avait vu son expression. Fugace, sans défense, le genre de regard qu'un homme ne laisse paraître que lorsqu'il se croit seul. Une expression vieille comme la fatigue et lourde comme les fardeaux qu'on ne peut pas poser. Clémence chercha un nouveau chiffon dans son sac. Elle quitta le couloir et retourna à la buanderie. Elle ne dit rien. Elle ne posa aucune question. Mais cette image, les mains sur les touches, le silence autour, le visage sans masque, ne quitta pas son esprit de la journée. Marc Lefebvre arriva le vendredi après-midi, juste au moment où Clémence terminait son service. Ils se croisèrent dans le hall d'entrée alors qu'elle enfilait sa veste. Un homme d'une 40aine d'années, cheveux clairs, yeux gris, costume sans cravate. Il tendit la main à Clémence comme quelqu'un qui a remarqué une impolitesse et a décidé de la réparer. « Marc Lefebvre, je suis l'avocat et l'ami d'Adrien. Clémence Morel. Je sais, Adrien m'a parlé de vous. » Clémence ajusta son sac. « En bien ?» Marc esquissa un sourire, léger, sincère. « Il ne vous a pas renvoyé après 3 semaines. Chez Adrien, c'est une meilleure évaluation que n'importe quel compliment. » Clémence ne dit rien, mais un pli au coin de sa bouche trahit un début de sourire. Marc se tourna vers l'escalier, puis il revint sur ses pas. « Vous allez à l'arrêt de bus à pied ?»« Oui. Il pleut. Je vous dépose. Ce n'est pas nécessaire. Je sais que ce n'est pas nécessaire. Je vous le propose quand même. » Il dit cela sans pression, comme un simple constat. Clémence hésita 5 secondes, puis elle accepta. Dans la voiture, Marc ne posa pas de questions personnelles. Il parla de Saint-Étienne, de la façon dont la ville avait changé ces 10 dernières années, des nouveaux aménagements. Clémence répondait brièvement. Mais quand la voiture s'arrêta à l'arrêt et que Clémence ouvrit la portière, Marc dit doucement, presque négligemment, « Ce n'est pas un homme méchant. Il a juste appris à exister sans les choses qui lui faisaient mal. Et maintenant, il ne sait plus comment s'y habituer à nouveau. » Clémence descendit. Elle se retourna. « C'est le cas de beaucoup de gens. » Marc hocha la tête. « Oui, mais chez Adrien, c'est particulièrement vrai. » Elle ferma la portière. La voiture s'éloigna. Clémence resta à l'arrêt, laissant la pluie tomber sur la capuche de sa veste. Elle pensait aux mains posées sur les touches du piano. Elle pensait à l'expression du visage qui n'était restée qu'une fraction de seconde avant de disparaître. Elle pensait à ce que Marc avait dit et à la raison pour laquelle il le lui avait dit. Puis le bus arriva et elle monta, car Léo l'attendait à la maison et sa mère avait sûrement une petite blague pour finir la journée. Et c'était le monde qu'elle avait, le monde qui connaissait son nom et l'attendait chaque soir, et cela suffisait. Pour l'instant, il y a des maisons qui changent lentement. Pas dans leur architecture, pas dans leur mobilier, mais dans l'air qui y circule, dans la façon dont les sons se propagent d'une pièce à l'autre, dans le fait que les fenêtres ressemblent à des barrières ou à des ouvertures. La maison d'Adrien Valois, en 10 semaines de présence de Clémence,
n'avait pas bougé d'1 millimètre sur le plan structurel. Mais l'atmosphère était différente. Françoise le sentait chaque jour, sans pouvoir dire exactement quand cela avait commencé. C'était peut-être au moment où Adrien avait cessé de fermer la porte de son bureau. Pas toujours et pas en grand, mais juste entr'ouverte, comme la porte de ceux qui ont décidé d'admettre que le monde extérieur existe. Une petite chose, peut-être sans intention, mais dans une maison où chaque centimètre de chaque mouvement était régi par une habitude construite sur des années. Ce centimètre de porte ouverte était assourdissant de silence. Clémence l'avait remarqué la 3e semaine. Elle n'y avait pas accordé d'importance. Puis elle l'avait remarqué à nouveau la 4e, puis la 5e, et elle commença à être sûre que ce n'était pas un hasard. Le vendredi de la 10e semaine, un petit chaos s'invita dans la maison, un chaos que personne n'avait prévu. Clémence arriva le matin avec Léo. C'était une nécessité, pas un choix, pas une expérience. La crèche l'avait appelé la veille au soir pour dire qu'une canalisation avait sauté dans le bâtiment et que l'accueil était suspendu pour une durée indéterminée. Sa mère avait un rendez-vous médical important. La voisine travaillait. Clémence avait sa journée de travail et ne pouvait pas se permettre une autre absence. Sa dette de remplacement était encore trop fraîche et une nouvelle absence aurait provoqué un signalement de la part de Sandrine. Elle prit sa décision le matin même, pendant que Léo mangeait sa bouillie et s'amusait à en étaler partout sur son plateau. Elle prépara son sac, la couverture jaune, quelques jouets, des biscuits, un thermos d'eau tiède, et monta dans le bus. Elle le dit à Françoise dès le portail. Françoise regarda Léo, petit, blond, avec un air de calme absolu, comme si la situation dans laquelle il se trouvait n'était pour lui qu'une suite logique du monde. « Monsieur Valois n'est pas au courant, » murmura Françoise. « Je vais devoir le lui dire. »« Oui, j'y vais maintenant. » Françoise prit Léo dans ses bras avec un geste maternel inattendu, et Clémence frappa à la porte du bureau. « Entrez !» Toujours le même ton, sec, concentré. « Clémence Morel, je dois vous dire quelque chose avant de commencer. » Pause. « Je vous écoute. » Elle entra. Adrien était à son bureau, des documents étalés devant lui, un stylo à la main. Il leva les yeux vers elle. « La crèche a eu un dégât des eaux. Ma mère a un rendez-vous médical. Je n'ai personne pour garder mon fils. Je l'ai emmené avec moi. Il sera dans la buanderie. J'ai tout ce qu'il faut. Il sera calme. Il ne bougera pas de là. Si cela ne vous convient pas, je repars tout de suite. » Adrien la jaugea du regard. Le stylo dans sa main resta immobile. « Quel âge a-t-il » ? « 1 an et demi. » « Il marche » ? « Depuis 3 mois. » « Il est en bonne santé » ? « Oui. » Une courte pause, plus pesante que d'habitude. Clémence attendait, calme en apparence mais tendue à l'intérieur, au point de sentir son propre pouls dans ses doigts. « La buanderie est froide » finit par dire Adrien. « Le petit débarras derrière la cuisine est plus chaud, et il y a de la moquette. Mettez-le là. » Clémence leva les yeux, surprise. « Très bien. » « Et qu'il ne touche à rien. »« Je n'y autoriserai pas. » Adrien retourna à ses documents. Clémence sortit. La journée se déroula avec un calme surprenant. Léo était assis dans le débarras derrière la cuisine, sur la moquette, avec ses jouets et ses biscuits. Il s'amusait comme s'amusent les enfants qui, avec peu de moyens, se créent tout un univers. Il déplaçait un cube, puis un autre, essayait de se lever, faisait 3 pas vers l'étagère et retombait sur ses fesses, avec une expression de surprise indignée. Clémence l'entendait à travers la porte ouverte et savait, au ton de ses gazouillis, s'il s'agissait d'une chute sans larmes ou non. Adrien passa par là vers 14 heures. Clémence était dans la cuisine et pensait qu'il passerait sans s'arrêter, comme toujours. Mais il s'immobilisa devant la porte du débarras. Léo le regarda. Ces rencontres ont leur propre physique. Les enfants de cet âge n'ont pas de barrière, pas de catégorie, pas de case préconçue pour les gens. Il vit un inconnu dans un fauteuil et réagit avec ce qui, pour lui, tenait lieu de salut. Il pointa le fauteuil du doigt et émit un son qui était un mélange de questions et de commentaires. Adrien regarda le petit. L'expression sur son visage était « ce n'était ni de la chaleur ni de la froideur, c'était quelque chose qui n'avait pas de nom. Comme un homme debout devant la porte d'une pièce où il n'est pas entré depuis longtemps, se demandant si la poignée fonctionne encore. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-il sans se tourner vers Clémence. « Léo. » Adrien hocha la tête. Il repartit. Clémence vit qu'il s'arrêta au bout du couloir et resta immobile un instant, sans aller nulle part. Puis il retourna dans son bureau. Françoise, près de la cuisinière, serra les lèvres avec l'expression d'une femme qui en voit plus qu'elle n'en dit.
La 11e semaine apporta la première véritable conversation. Pas un échange d'informations, pas une consigne de travail, mais une conversation au sens plein du terme. Cela arriva un jeudi après-midi, à un moment où personne ne l'avait prévu. Clémence nettoyait la bibliothèque du salon, déplaçant les volumes et essuyant les étagères, quand elle remarqua un détail qui l'arrêta. Au milieu des encyclopédies et des manuels techniques, il y avait un petit livre à couverture grise dont le titre sur la tranche était illisible. Elle le tira d'1 centimètre, puis de 2. Des poésies, édition du milieu du siècle dernier, sans aucune dédicace ni tampon. Elle le remit en place. Ces poèmes ne sont pas à moi. Adrien était dans un fauteuil près de la fenêtre, pas derrière son bureau, pas en mouvement, et Clémence ne l'avait pas entendu arriver. Il était là, calme, les mains vides, regardant non pas elle, mais les étagères. « Excusez-moi, je ne faisais que dépoussiérer. »« Je sais. » Une pause. « Ils étaient à mon père, comme le piano. » Clémence hocha la tête et retourna à sa tâche. « Vous lisez de la poésie ?» demanda Adrien. Clémence s'arrêta. Elle pesa la question. « Avant, oui, moins maintenant. Par manque de temps. »« Qui ?» Clémence se tourna vers lui. Adrien la fixait avec une expression qui n'était ni un interrogatoire, ni de la curiosité polie. C'était le regard d'un homme qui pose une question parce que la réponse l'intéresse vraiment. « Prévert, » dit Clémence. « Et Victor Hugo. Ma mère m'en lisait quand j'étais petite. » Adrien regarda les étagères. Mon père aimait Apollinaire et Baudelaire. Il disait que les poètes disent les choses pour lesquelles les autres n'ont pas de mots. Il avait raison. Un silence s'installa. Pas désagréable, juste un espace où personne ne se pressait. « Qu'est-ce que votre père vous disait quand vous étiez petit ?» demanda Clémence. Elle réalisa que c'était une question qui dépassait le cadre professionnel et elle faillit la retirer. Mais elle ne le fit pas. Adrien la regarda longuement. Qu'on reconnaît un homme à la façon dont il traite les gens qui ne peuvent rien lui apporter. Clémence hocha la tête. C'est plein de sagesse. C'est ce que je lui disais à l'époque, dit Adrien doucement. Et puis, pendant 20 ans, j'ai traité les gens comme du mobilier. Clémence ne répondit pas tout de suite. Elle attendit. Puis elle dit, peu de gens sont capables de s'en rendre compte eux-mêmes. Adrien se tourna vers la fenêtre. Dehors, le ciel était gris, sans pluie. Juste un amoncellement de nuages qui ressemblait à la fatigue elle-même. Est-ce que ce que je vous dis ressemble à une excuse? Non. Ça ressemble à un constat. Quelle est la différence? Une excuse attend un pardon. Un constat nomme simplement un état de fait. Adrien resta silencieux un moment. Puis, très bas. Et qu'est-ce qui se passe après le constat? Clémence reprit son chiffon et passa à la dernière étagère. Ça dépend de ce qu'on décide de faire de ce nom-là. L'après-midi glissa vers le soir, lentement, comme toujours les jours de grisaille. Clémence finit son travail, récupéra Léo dans le débarras. Il s'était endormi sur sa couverture, un cube à la main, et se prépara à partir. Françoise l'accompagna à la porte. « Vous revenez demain ?» demanda Françoise. La question ne sonnait pas comme une vérification d'emploi du temps. « Je reviens », dit Clémence. Et elle revint. 12e semaine, mercredi. Clémence arriva en fin de matinée comme d'habitude. Françoise l'accueillit dans le hall et dit immédiatement « Marc Lefebvre a appelé. Il viendra cet après-midi. Il veut vous parler avant que vous ne partiez. » Clémence accrocha sa veste. « À quel sujet ?» Il ne l'a pas dit, mais il a ajouté de ne pas oublier que vous êtes des êtres humains, pas des meubles. Françoise regarda Clémence droit dans les yeux. Je pense qu'il citait Adrien. Clémence se tourna. Il le citait? Françoise croisa les bras sur son tablier. Monsieur Valois l'a dit lors d'un dîner la semaine dernière. Vincent, un de ses associés, a été grossier avec une serveuse, et monsieur Valois l'a arrêté. Il lui a dit que les gens n'étaient pas du mobilier. Une pause. C'est la première fois en 12 ans que je l'entends dire une chose pareille. Clémence hocha lentement la tête. Elle ne dit rien. Mais durant toute la matinée, elle garda cette phrase en tête, comme une mélodie qui s'installe et refuse de partir. Marc arriva à 15h15. Clémence terminait son travail à l'étage et descendait quand elle le croisa dans le hall. Ils se serrèrent la main, cette fois sans surprise, comme des gens qui se connaissent. « Vous avez un instant ?» demanda Marc. « Quelques minutes. » Ils sortirent sur la terrasse. Il faisait frais, mais il ne pleuvait pas. Marc ferma sa veste et regarda le jardin. « Adrien m'a parlé de vous, » commença-t-il. Il ne l'a pas dit directement. Adrien ne dit jamais rien directement. Mais les silences se lisent. Et que disaient ces silences? Marc se tourna vers elle.
qu'une personne est entrée dans cette maison et qu'elle refuse de se laisser réduire au silence, qu'elle répond sans peur. Et c'est une citation directe, car j'ai entendu cette phrase clairement, qu'elle ne cherche pas à savoir ce qu'on attend d'elle, mais qu'elle fait ce qui est juste à la place. Clémence baissa les yeux sur les dalles de la terrasse. Ce n'est rien d'exceptionnel. Pour Adrien, ça l'est. Marc s'appuya à la balustrade. « Écoutez, je ne suis pas ici comme son porte-parole ni comme son messager. Je suis ici en tant qu'homme qui le connaît depuis 20 ans et qui voit ce qui se passe. Pendant 20 ans, Adrien ne s'est ouvert à personne. Et maintenant, il laisse les portes entr'ouvertes chez lui. » Clémence leva les yeux. « Les portes entr'ouvertes, c'est son choix, pas le mien. »« Je sais. » Marc hocha la tête. « Je voulais juste que vous sachiez ce que cela signifie, parce que lui ne vous le dira pas. » Clémence mit son sac à l'épaule. « Monsieur Lefebvre, je viens ici pour travailler. Ce qui se passe avec les portes, ou la façon dont Monsieur Valois traite les gens lors de ses dîners, ce sont des choses qui dépassent mon travail. » Marc l'observa. « Oui, dit-il, vous avez raison. » Mais dans son ton, il y avait une nuance qui disait le contraire. Clémence se tourna et partit. Dans le bus qui la ramenait chez elle, elle garda les mains croisées sur ses genoux, regardant défiler les rues. Saint-Étienne, sous la lumière du soir, paraissait différente du matin, plus douce, avec plus d'ombre, moins d'arêtes tranchantes. Elle pensait à Marc, à Françoise, aux portes entr'ouvertes. Puis elle se dit ce qu'elle se disait toujours quand ses pensées commençaient à s'égarer loin du travail, de Léo et de sa mère. « Arrête-toi là, ce n'est pas ton monde. Tu es venu pour nettoyer. Tu nettoies bien, et c'est suffisant. » Mais ce soir-là, alors qu'elle bordait Léo et lui chantait cette petite comptine que sa mère lui chantait autrefois, et qu'il lui tenait le doigt les yeux fermés, ce soir-là, sa voix était un ton plus basse que d'habitude, comme si sa propre voix savait que, par-delà les frontières du travail, quelque chose commençait à naître, quelque chose pour lequel les comptines ne suffisaient plus. On dit que la fièvre est la façon dont le corps dit « stop ». Tout ce que l'on réprime en temps normal, la fatigue, la peur, les choses remises à plus tard, la fièvre le fait remonter à la surface. Un corps affaibli cesse de contrôler ce que l'esprit laisse échapper. Adrien Valois connaissait la théorie. Il avait vu la fièvre chez les autres. Mais pour lui-même, accepter que le corps puisse être plus faible que la volonté, c'était une autre affaire. Et pourtant, au 3e mois du travail de Clémence dans la maison, survint une nuit qui lui donna cette leçon sans son consentement. C'était un lundi. Clémence arriva à 7 heures comme d'habitude. Françoise ouvrit le portail et dit immédiatement, dès le hall d'entrée, « Monsieur Valois est malade. Il refuse de voir un médecin. Il est dans sa chambre depuis hier soir. » Clémence posa sa veste. « Qu'est-ce qu'il dit ?»« Il dit qu'il va bien. Mais je l'ai entendu à travers la porte ce matin. Sa voix prouve le contraire. »« Vous avez appelé sa famille ? Monsieur Valois n'a pas de famille ici. Il a une cousine à Lyon, mais ils ne sont pas proches. J'ai appelé Marc. Il viendra cet après-midi, mais d'ici là, je suis seul. » Clémence réfléchit. « Très bien. Je commence mon travail. Si besoin, appelez-moi. » Elle travailla calmement toute la matinée. Françoise sortit faire quelques courses vers 10 heures et revint un quart d'heure plus tard. À midi, Clémence nettoyait le couloir du haut quand elle entendit un bruit venant de la chambre. Pas un appel, pas une chute, mais un murmure étouffé, comme quelqu'un qui parle en dormant ou dans le délire quand la conscience flotte entre veille et sommeil. Elle s'arrêta. Elle attendit 30 secondes. Le son se répéta. Elle frappa doucement à la porte de la chambre. Rien. Elle frappa à nouveau. « Françoise ?» La voix était rauque, faible, totalement différente de la voix habituelle d'Adrien. « Ce n'est pas Françoise, c'est moi, Clémence Morel. » Un silence. Puis, avec effort, « Partez. » Clémence posa la main sur la poignée. « J'ai frappé. Je viens vérifier si vous avez besoin d'aide. Je n'ai besoin de rien. C'est ce qu'on va voir. » Elle entra. La chambre était sombre, les rideaux tirés, l'air lourd et chaud, comme dans une pièce fermée où quelqu'un gît avec de la température. Adrien était dans son lit, sur le dos, couvert jusqu'au cou. Son visage était rouge, ses cheveux collés au front par la sueur, ses mains agrippant la couverture avec une tension qui prouvait que sa conscience fonctionnait encore, mais de justesse. Clémence s'approcha. Elle se pencha et posa le revers de sa main sur son front. C'était brûlant. Très brûlant. « Où est le thermomètre ?» Je vous ai dit que... Où est le thermomètre ? Un instant de flottement.
Puis, comme un homme qui cesse de lutter non par envie de perdre, mais par manque de force, table de chevet, dans le tiroir. Clémence ouvrit le tiroir. Le thermomètre était là. Elle prit sa température. 39,7. Elle descendit. Dans la salle de bain, elle prit une bassine, la remplit d'eau fraîche, des serviettes, deux propres, dans l'armoire. Elle alla dans la cuisine, vérifia les médicaments dans le placard, prit ce qu'elle connaissait, un antipyrétique, un verre d'eau. Françoise rentrait justement de ses courses. Il a presque 40, dit Clémence doucement. Il refuse le médecin. Je vais lui faire des compresses jusqu'à ce que ça baisse. Si vous avez des choses à faire dehors, faites-les maintenant. Je reste ici. Françoise la regarda. Puis, elle hocha la tête, une fois fermement, comme un pacte scellé. Je vais prévenir Marc. Très bien. Clémence retourna dans la chambre. Adrien la regarda, un regard où il y avait plus de délire que de lucidité, et ferma les yeux. Je ne veux pas que vous soyez là. Je sais. Clémence posa une serviette humide sur son front. Mais je suis là. Une brève résistance dans ses épaules, puis il se détendit, comme un homme qui réalise que la résistance coûte de l'énergie et qu'il n'en a plus. Clémence travailla avec méthode. Elle appliquait des compresses sur son front, son cou, ses poignets. Elle lui fit boire un peu d'eau, l'aida à avaler le médicament. Elle entr'ouvrit les rideaux, juste assez pour que la pièce respire, sans l'éblouir. Elle déplaça la petite lampe de chevet pour qu'elle éclaire le coin de la pièce, pas son visage. Françoise revint à 14 heures et dit que Marc arriverait à 17 heures. Clémence acquiesça et resta. La température monta encore dans l'après-midi, 39,9. Puis elle commença à baisser très lentement. Adrien oscillait entre sommeil et veille, murmurant parfois des phrases sans contexte. Clémence changeait les compresses, prenait la température toutes les 3/4 d'heure, notait les valeurs sur un papier de son carnet. Vers 15 heures, il commença à parler dans son sommeil. D'abord des choses incohérentes, des chiffres, le nom d'une entreprise, une adresse, puis un nom, très bas, comme un souffle. « Papa ». Clémence ne bougea pas d'un cil. « Pardon ». Le mot sortit avec un soupir, sans drame, sans volume. Comme disent les choses ceux qui les portent depuis des années à l'intérieur et ne les laissent sortir que dans la fièvre. « Pardon, pardon ». Clémence appliqua une nouvelle serviette. Elle garda le revers de sa main sur son front un instant. « Tout va bien, murmura-t-elle. Reposez-vous. Vous êtes en sécurité ici. » Il se tendit, puis se relâcha. Sa main posée sur la couverture bougea. Clémence la saisit entre ses deux mains. La main d'Adrien Valois, la main d'un homme qui n'avait laissé personne l'approcher depuis 20 ans, se serra sur celle de Clémence avec une force incroyable, celle des gens qui se noient dans un endroit sombre et qui saisissent soudain quelque chose de solide. Clémence ne retira pas sa main. Elle resta assise sur le bord du lit et tint bon. Dehors, le crépuscule commençait à tomber. Françoise apporta un thé et le posa silencieusement sur la table. Clémence n'y toucha même pas. À 17h30, Marc arriva. Il entra dans la chambre sans bruit, observa la scène, Clémence sur le bord du lit, Adrien dormant avec une respiration plus calme, le thermomètre sur la table, le papier des notes, et ne dit rien. Il s'approcha du lit, vérifia la dernière température notée, 38,1. Il regarda Clémence. « Depuis quand êtes-vous là ?»« Depuis midi. » Marc posa sa main sur le front d'Adrien, comme un médecin bien qu'il ne le soit pas, et hocha la tête. « Ça va mieux. Ça va tomber d'ici demain matin, » dit Clémence. « À moins que ça ne remonte. Il faut vérifier toutes les 45 minutes. » Marc s'assit dans le fauteuil contre le mur. « Je prends le relais. » Clémence se leva. Elle ajusta la couverture. Elle prit le papier de ses notes et le posa sur la table, près de la main de Marc. La température à 18 heures était de 38,1. Il a pris ses médicaments à 13 heures et à 15h30. Rien d'autre. Marc la fixait avec une expression qui n'était pas seulement de la gratitude. C'était le regard d'un homme qui voit se confirmer une théorie en laquelle il croyait. Clémence prit son sac. À la porte, elle s'arrêta, comme toujours, comme si le seuil était l'endroit où se décidait si l'on devait dire quelque chose ou non. Elle se retourna. « Il a dit des choses dans son sommeil, » murmura-t-elle, « des choses qui ne sont pas pour des oreilles étrangères. Je ne les ai pas entendues. » Marc hocha lentement la tête. « Je comprends. » Clémence partit. À l'arrêt de bus, elle attendit seule, dans l'air frais du soir. Léo était chez sa mère. Sa mère l'avait sûrement déjà nourri et jouait avec lui sur le tapis. Clémence ferma les yeux et laissa le froid envelopper son visage.
Elle pensait aux mains, à la fermeté de cette étreinte, à la façon dont, dans le sommeil et le délire, surgissent les choses qui, par un jour normal, ne franchiraient jamais la porte, et à cette unique phrase, répétée dans le noir. Le bus arriva. Elle monta. Elle s'assit près de la fenêtre. Elle ferma les yeux. Cette fois, non pour ne pas s'inquiéter, mais parce que derrière ses paupières closes, il y avait plus de paix qu'au dehors. Le lendemain matin fut différent. Clémence arriva le mardi à 7 heures et Françoise l'accueillit au portail avec un air inopinément léger. La fièvre est tombée. Il s'est levé ce matin, a déjeuné et s'est enfermé dans son bureau. Clémence acquiesça. C'est une bonne nouvelle. Il veut vous voir. Clémence s'immobilisa. Maintenant, il m'a appelé dès que vous avez sonné. Il a dit, textuellement, de vous faire venir dès que vous seriez là. Clémence posa sa veste et se dirigea vers la porte du bureau. Elle frappa. Entrez. Elle entra. Adrien était derrière son bureau, habillé, soigné, devant son café. Il paraissait pâle, mais lucide. Non pas comme un homme terrassé par la fièvre, mais comme quelqu'un qui a décidé de ne pas laisser la fièvre avoir une emprise visible sur lui. Clémence s'arrêta au milieu de la pièce. Adrien la regarda. Le silence dura 3 secondes, entière, mesurable. Je voulais vous remercier. Il dit cela lentement comme un homme pour qui ces mots ne sont pas un mécanisme quotidien, mais une chose qu'il faut arracher à soi-même. Clémence répondit calmement. N'importe qui aurait fait la même chose. Non. Adrien la jaugea. N'importe qui ne serait pas resté 6 heures au chevet d'un étranger qui lui avait ordonné de partir. Je ne réagis pas à ce que les gens disent quand leur état ne leur permet pas de bien parler. Un instant de silence. Votre fils, dit Adrien, il va bien? Il est chez ma mère. Il est en pleine forme. Vous pouvez l'amener ici chaque fois que ce sera nécessaire, sans demander. Françoise est au courant. Clémence ouvrit la bouche et la referma. Puis elle dit « Merci ». Elle sortit. Dans le couloir, elle resta immobile un instant, le dos contre la porte. Françoise passait à l'autre bout du couloir et ne se retourna même pas. Mais sur son visage, il y avait ce tressaillement qui survient quand les choses changent si lentement qu'on ne le voit presque pas, mais qu'on le sait, parce qu'on a toujours été là. Cet après-midi-là, alors que Clémence nettoyait la terrasse et que Léo jouait sur le tapis du débarras, la porte du bureau s'ouvrit et Adrien s'arrêta sur le seuil. Il ne la regardait pas, il regardait le jardin. Puis il dit, non comme une question, mais comme une constatation. « Vous aimez la pluie ?» Clémence essuya la table et regarda le ciel où les nuages s'amoncelaient. « J'aime le bruit de la pluie, pas les chaussures mouillées. » Un pli au coin de sa bouche, un tressaillement, pas un sourire, mais l'amorce d'un sourire. « Mon père disait que la pluie lave le monde en profondeur. » Clémence rangea son chiffon. « Votre père avait de jolies images. C'était ce genre d'homme. » Un silence. Je lui ressemblais avant l'accident. Clémence se tourna vers lui. Adrien regardait toujours le jardin. « On n'est pas obligé de rester figé au même endroit pour toujours, » dit-elle, même dans la culpabilité. Adrien se tourna lentement vers elle. Dans ses yeux sombres, il y avait plus d'une expression, comme des couches, comme un livre où chaque page dit la même chose un peu différemment. « Vous dites cela avec facilité. »« Non. » Clémence jeta sa veste sur son bras. « Je dis cela parce que je l'ai entendu de gens qui me le disaient à moi, et il m'a fallu du temps avant de les croire. » Une pause. Mais j'ai fini par les croire. Adrien la fixa. Puis il fit demi-tour et repartit dans son bureau. Il laissa la porte entr'ouverte. Dehors, la pluie commença à tomber. Doucement, régulièrement. Comme une pluie qui ne se presse pas. Clémence prit son sac et regarda les nuages. Puis elle alla chercher Léo, l'habilla et partit, dans la pluie vers le bus, vers chez elle. Mais durant tout le trajet, elle eut l'impression que dans la maison derrière elle, quelque chose était resté. Ni un objet, ni un mot. Juste ce tressaillement au coin des lèvres d'un homme qui, pendant 20 ans, n'avait pas voulu sourire. Et pourtant, il y a des choses que l'on sait avant d'être prêt à les admettre. On les sait comme on sent la température sur son visage dans l'air hivernal. On les ressent avec précision, mais on hésite à les nommer, car nommer signifie admettre, et admettre signifie agir. Et agir signifie accepter que les choses ont changé sans notre consentement. Clémence Morel le savait depuis ce jeudi, où Adrien s'était tenu à la porte du bureau en regardant les nuages. Elle le savait plus précisément après la nuit passée à son chevet. Et elle le savait avec une clarté qui la réveillait la nuit,
depuis qu'elle avait réalisé que venir travailler le matin avait un caractère différent d'auparavant. Venir avec la conscience que, de l'autre côté de la porte, se déroulerait une journée qui serait un peu différente d'une journée où elle ne serait pas dans cette maison. C'était dangereux, et Clémence le savait. C'est pourquoi, lors de cette 14e semaine, elle s'imposa une règle. Venir, travailler, partir, répondre, ne pas développer, être présente, mais ne pas être la présence. Elle tint 3 jours. Le jeudi, Léo était dans la maison. La crèche avait encore un problème, cette fois prévu, et Clémence avait amené son fils l'esprit tranquille, car Adrien l'avait autorisé sans condition. Léo était dans le débarras avec ses cubes et une petite voiture en plastique que sa grand-mère lui avait achetée au marché pour 3 francs 6 sous, et qu'il adorait avec une intensité que les enfants vouent aux objets sans valeur. Vers 11 heures, Clémence nettoyait le couloir du haut et entendit en bas un son qui ne ressemblait à rien de normal dans le fonctionnement de la maison. C'était un rire. Elle s'immobilisa. Elle descendit les escaliers et s'approcha de la porte du débarras. Elle était entr'ouverte, comme elle la laissait toujours pour entendre Léo. Derrière, il y avait Adrien. Il était assis dans son fauteuil à l'entrée du débarras et Léo se tenait devant lui, la voiture à la main, la lui tendant avec un geste de grande générosité. Adrien prit la voiture. Il la fit rouler. Léo l'observait avec une concentration que les enfants accordent aux choses qu'ils jugent importantes. Puis il pointa le doigt vers le fauteuil roulant. Adrien le jaugea. Puis il fit tourner une roue du fauteuil d'un quart de tour pour montrer à Léo comment cela fonctionnait. Léo poussa un cri de joie et Adrien rit, doucement, de manière étouffée, juste un souffle et un tressaillement des épaules. Mais c'était un rire. Clémence restait dans le couloir, n'osant plus bouger. Puis Léo se tourna, l'aperçut et tendit les bras. « Maman, viens !» Adrien leva la tête et la vit dans l'encadrement de la porte. L'expression qu'il avait l'instant d'avant se figea un instant, non par honte, mais plutôt par le tressaillement d'un homme qui réalise qu'il a été vu sans sa couche de protection. Clémence entra dans la pièce, prit Léo, le posa contre son épaule. « Excusez-moi s'il vous a dérangé. »« Il ne m'a pas dérangé. » Adrien se tourna vers son fauteuil. « Il m'a apporté sa voiture. » Clémence regarda la petite voiture dans la main d'Adrien. Adrien la rendit à Léo. Léo l'accepta avec le sérieux solennel du droit de propriété. Clémence laissa le silence être ce qu'il était, puis elle repartit travailler. Françoise l'arrêta dans la cuisine en fin d'après-midi. Son expression était particulière, non pas inquiète, mais pensive. « Clémence, est-ce que je peux vous poser une question ? Je vous écoute. En 4 mois que vous êtes ici, l'avez-vous déjà vu rire ?» Clémence réfléchit. « Aujourd'hui. » Françoise hocha lentement la tête. « Moi, je l'ai vu rire pour la dernière fois il y a 16 ans. Sa sœur était venue, elle avait apporté un gâteau et fait une mauvaise blague. Il avait ri. Puis elle est partie et il a arrêté. » Clémence ne répondit pas. « Je ne suis pas aveugle, » dit Françoise, « ni sourde. Et je ne suis pas ici depuis 12 ans pour ignorer ce que je vois. » Elle hocha la tête une fois. « Je voulais juste que vous le sachiez. » Clémence prit un chiffon sur le séchoir. « Qu'est-ce que vous voulez que je sache exactement ?» Françoise la regarda. « Que ce qui se passe ici est rare, et que je me fiche de savoir d'où vient qui ou ce que les gens diront. » Clémence acquiesça. « Très bien. » Elle alla dans la buanderie. Derrière la porte fermée, elle s'assit sur un tabouret et ferma les yeux, les mains croisées sur ses genoux. Respiration régulière. C'était dangereux. C'était dangereux parce que Clémence Morel n'était pas naïve. Elle savait exactement où elle vivait et où il vivait. Elle savait comment les gens de ces quartiers regardaient ceux de Montraîneau, avec bienveillance, certes, mais avec la bienveillance de ceux qui ont le pouvoir sur la situation. Et la bienveillance et le pouvoir sont 2 choses qui, ensemble, donnent toujours un résultat asymétrique. Elle savait ce que le monde dirait si de telles choses arrivaient, ce que chuchoteraient les voisines, ce que penseraient ceux qui, de leur vie, n'étaient jamais sortis de derrière leurs propres murs. Et pourtant, Léo avait éclaté de rire sur les genoux de cet homme, et cet homme avait ri en retour. Et Clémence, assise dans la buanderie, se disait « Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi » Et elle savait que si elle restait assise là encore un moment à se répéter cela, elle finirait par ne plus se croire elle-même. Elle se leva, prit son chiffon, et alla travailler. Marc Lefebvre arriva le vendredi avec des documents, et l'expression d'un homme dont l'agenda est plein, mais qui a quand même pris le temps. Clémence le croisa dans le hall d'entrée, et il s'arrêta. « Clémence, j'ai une question pour vous. Je vous écoute. Adrien m'a dit une chose. » Marc se frotta le nez avec le pouce.
un geste que Clémence identifia comme la préparation d'une phrase difficile. Il a dit qu'il voulait vous parler. Il l'a dit comme Adrien dit les choses dont il n'est pas sûr, indirectement, par des allusions. Mais les allusions étaient assez claires. Clémence ajusta son sac. « Et pourquoi est-ce vous qui me le dites ? Parce qu'il vous le dira quand il sera prêt. Et je veux que vous sachiez d'avance ce que cela signifie pour lui de le dire. » Marc la regarda droit dans les yeux. « Pendant 20 ans, Adrien ne s'est ouvert à personne. Je suis son ami et il ne m'a dit qu'une seule fois en 20 ans ce qu'il ressentait. Et c'était le jour où on lui a annoncé que l'opération ne servirait à rien et qu'il ne marcherait plus jamais. C'est son standard de confiance. Ce qui se passe maintenant, c'est un autre standard. » Clémence hocha lentement la tête. « Monsieur Lefebvre, je suis ici une employée de l'agence Éclat & Logis. Je travaille bien. Je suis contente que Monsieur Valois soit un homme meilleur qu'il ne l'était. Mais vous avez peur. » Marc dit cela calmement, sans accusation. « C'est normal. Je n'ai pas peur. Vous avez peur. Et c'est intelligent d'avoir peur. » Marc ajusta sa sacoche. « Je voulais juste vous dire, ce dont vous avez peur est une chose qui existait déjà avant que vous n'arriviez. Ce n'est pas vous qui l'avez créée. Vous êtes juste au bon endroit, au bon moment. » Clémence ouvrit la porte et regarda le jardin. Dehors, c'était une journée magnifique, inhabituelle pour la saison, lumineuse, sans vent, avec un soleil qui ne chauffait pas assez, mais qui donnait à tout une autre couleur. J'ai un fils, une mère, un appartement à Montreno avec une moquette usée et un loyer qu'on paie avant le 15. Je vis dans un monde où les choses ne se font pas parce qu'il serait agréable qu'elles se fassent. Elles se font parce qu'elles le doivent. « Je sais, » dit Marc, « et c'est pour cela que vous êtes la personne que vous êtes. » Il entra à l'intérieur. Clémence resta un instant seule devant la porte, puis elle ferma la porte et alla travailler. Ce soir-là, Léo se mit à pleurer à minuit, une dent. Clémence se leva, le prit sur son épaule, marcha dans l'appartement en chaussettes de laine et lui murmura des mots doux dans les cheveux. Sa mère passa la tête par la porte et proposa son aide. Clémence fit un signe de dénégation. « Laisse, je m'en occupe. » Elle marchait et réfléchissait. Léo se calmait lentement, gazouillant des choses sans queue ni tête contre son épaule. Elle pensait à ce que Marc avait dit, à ce que Françoise avait dit, au rire dans le débarras, et à la chose qu'elle s'avoua tout bas, à cet instant où personne n'était là et où Léo finit par pousser un soupir de sommeil paisible, la chose que, dans cette maison, un matin l'attendait, quelque chose qui, dans les autres lieux de sa vie, n'existait pas. Pas le luxe, pas la sécurité, pas les objets, mais une présence. La présence d'un homme qui, bien que derrière 20 ans de murs et de silence, était quelque part à l'intérieur toujours celui capable de rire quand un petit garçon lui offrait une voiture en plastique. Clémence s'allongea avec son fils. Elle ferma les yeux. Dehors, c'était le silence, juste un bus lointain et le vent dans les arbres. Le matin arriverait bientôt, et le matin serait différent, comme chaque matin après une nuit où l'on s'avoue à soi-même quelque chose que l'on savait déjà. La 16e semaine fut celle où, dans la maison d'Adrien Valois, se produisit une chose que Françoise attendait depuis 12 ans, sans même savoir qu'elle l'attendait. C'était un mardi, en fin d'après-midi. Clémence terminait son travail dans le salon et Léo dormait dans le débarras. Un de ces sommeils profonds dont il se réveillait comme un être neuf. Françoise était au jardin. Dans la maison régnait un silence comme il en vient quand tout ralentit et que l'air cesse de se presser. Adrien entra dans le salon. Il ne s'arrêta pas à la porte. Il s'avança jusqu'au fauteuil près de la fenêtre, celui où il s'asseyait pour regarder le jardin, et s'immobilisa. Clémence rangeait ses affaires. Elle sentait sa présence sans avoir besoin de se retourner. Clémence. Elle se tourna. Adrien l'observait avec cette expression complexe, comme une phrase dans une langue dont on ne connaît pas encore les mots, mais dont on devine le sens. « Je voudrais vous poser une question, directement. » Clémence acquiesça. « Est-ce que vous venez ici demain matin parce que l'agence Éclat & Logis vous paie, ou est-ce que vous venez aussi parce que vous vous sentez bien ici ?» Un silence. Clémence posa son chiffon. Elle s'approcha du fauteuil et s'assit. Non pas sur le fauteuil, mais sur le rebord du canapé juste à côté, de façon à être à sa hauteur, ni au-dessus, ni au-dessous. « Pourquoi me demandez-vous cela ?» dit-elle doucement. « Parce que je me demande pourquoi je me réveille, que je vais à la fenêtre et que je regarde le jardin, et que je me demande ce qui va se passer aujourd'hui dans cette maison. Et ça, je ne l'ai pas fait depuis 20 ans. » Clémence le regarda. Ses yeux étaient sombres, profonds
Et pour la première fois depuis le début, sans cette couche protectrice, sans la vitre. Je viens parce que j'ai un fils que je dois nourrir, une mère dont je finance l'opération du genou, et un appartement à Montrénault, où l'air passe sous les fenêtres en hiver. Une pause. Et je viens aussi parce qu'il y a ici quelque chose que je n'ai nulle part ailleurs. Adrien la fixa. Quoi? Clémence leva les yeux vers le jardin. Une paix, mais pas une paix vide. Une paix à côté de laquelle il se passe des choses. Adrien ne répondit pas tout de suite. Le silence dura si longtemps que Clémence se demanda si elle en avait trop dit. Puis, très bas, « Je ne sais pas comment on fait, ce qui se passe maintenant. Je ne sais pas comment on dit ces mots-là correctement. Je ne l'ai pas fait depuis 20 ans. »« Moi non plus, » dit Clémence. Un tressaillement au coin des lèvres, les siennes. Pas un sourire, mais si proche. « Je serai là demain matin, » dit Clémence, « à 7 heures. » Elle se leva, ramassa ses affaires, alla chercher Léo, et derrière elle, elle entendit, si bas qu'elle seule pouvait le percevoir, un unique mot. Bien. Il y a des mots que l'on prononce une fois et qui changent l'air d'une pièce. Tout dépend si l'air est prêt à porter ce que ces mots disent, ou si ces mots arrivent trop tôt et que l'air les emporte simplement pour les laisser tomber sans écho. Adrien Valois n'était pas homme à prononcer des paroles à la légère. Chaque mot qu'il disait, vraiment, passait par un filtre qui, en 20 ans, avait perdu l'habitude de laisser sortir les grandes choses. C'est pourquoi ces mots arrivèrent doucement, sans emphase, presque comme s'ils n'avaient rien d'exceptionnel. Mais Clémence, qui savait écouter les silences entre les mots, savait exactement ce que ces paroles lui avaient coûté. Et elle savait que ce qui avait été dit ne pouvait plus être repris. La 17e semaine fut différente. Pas dans sa structure. Clémence arrivait à 7 heures, travaillait jusqu'à 14 heures. Léo était tantôt dans le débarras, tantôt chez sa grand-mère, mais différente dans la façon dont les gens bougeaient dans la maison, dont ils traversèrent les couloirs, dont ils se croisaient au seuil de la cuisine, avec la conscience de ce qui avait été dit. Adrien la saluait le matin par son prénom, non par formalité, non par simple reconnaissance de sa présence, mais avec ce ton particulier qui vient quand on réalise que le nom de l'autre nous importe. Clémence répondait avec calme et droiture. Françoise voyait tout cela et ne disait rien. Elle avait juste sur le visage ce tressaillement que Clémence identifiait comme le visage d'une femme heureuse, mais qui ne veut pas trop le montrer, de peur de briser le charme. Marc vint le mercredi, cette fois sans dossier, juste comme ça. Il resta avec Adrien dans le bureau plus d'1 heure. Clémence travaillait à l'étage et n'entendait pas les mots, seulement le ton. Celui d'Adrien, égal, celui de Marc, par moments plus bas, comme le ton de gens qui discutent de choses difficiles à aborder. Quand Marc partit, il s'arrêta près de Clémence dans le couloir. « Comment allez-vous ?»« Bien, » dit Clémence. Adrien m'a dit... Marc s'arrêta comme s'il réévaluait s'il devait commencer cette phrase. Il m'a dit qu'il se sentait mieux ici, sans plus d'explication. C'est la manière d'Adrien. Clémence hocha la tête. « Je veux vous prévenir d'une chose, » reprit Marc sur un autre ton, plus bas, plus prudent. Les associés d'Adrien, ses partenaires commerciaux, sont des gens qui observent. Ils observent son humeur, ses décisions, sa présence. S'ils remarquent un changement, ils poseront des questions. Clémence le regarda. Et alors? Et les questions porteront sur la cause du changement, c'est-à-dire moi. Marc acquiesça. C'est un monde qui ne sait pas gérer les choses qui n'entrent pas dans des catégories. Pour eux, l'explication sera facile et l'étiquette déjà prête. Clémence croisa les bras. L'étiquette dira que je suis une employée de Montrénault qui a de la suite dans les idées. Marc la regarda. À peu près. Et vous me dites cela pour quelle raison? Je vous le dis pour que vous sachiez ce qui arrive, pas pour que vous vous arrêtiez. Une pause. Cela, je vous laisse en décider. Clémence prit un chiffon sur la table. Merci de m'avoir prévenu. Encore une chose. Marc se tourna. Adrien a parlé de vous avec son associé, Vincent Girard, la semaine dernière. Vincent lui a dit, textuellement, qu'il espérait qu'Adrien était assez intelligent pour ne pas introduire d'éléments instables dans sa vie professionnelle. Clémence resta immobile. Et Adrien lui a répondu, continua Marc, que les éléments instables sont les seules choses qui, en 20 ans, l'ont forcé à penser à autre chose qu'à des contrats. Clémence ne bougea pas d'un cil. Marc partit. Clémence resta un instant dans le couloir. Puis elle alla travailler. Elle l'accepta, silencieusement, sans cérémonie. Et elle alla nettoyer les vitres. Ce vendredi-là apporta une chose inédite dans la maison. Adrien demanda à Clémence de rester après son travail. Pas à Françoise, à Clémence. Françoise
lui transmit le message avec une expression oscillant entre l'inquiétude et une satisfaction intérieure, comme celle d'une femme qui craint et espère à la fois avoir raison. Clémence resta. C'était dans la bibliothèque, cette pièce où le silence était naturel comme l'air et où les étagères couvraient tout le mur du sol au plafond. Adrien s'avança jusqu'à la table près de la fenêtre et désigna le fauteuil d'en face. « Asseyez-vous. » Clémence s'assit. Sur la table, il y avait du thé, 2 tasses. Françoise les avait laissées là avant de s'éclipser. Clémence prit la sienne, réchauffant ses paumes. Adrien regardait les étagères. Puis elle. « Je veux vous dire une chose que je n'ai dite à personne. » Il se ravisa. « À personne d'autre qu'à Marc. » Clémence attendit. « La nuit où j'ai eu de la fièvre, j'ai dit des choses. Oui, vous les avez entendues. J'en ai entendu certaines. » Adrien baissa les yeux sur sa tasse, sur mon père. Oui, un silence. Puis, c'est moi qui étais au volant. J'avais 16 ans et mon père m'avait laissé conduire sur une route de campagne déserte. Ce n'était pas légal, mais il était comme ça. Il me donnait les choses avant que je ne puisse les avoir. J'ai voulu régler la radio. J'ai lâché la route des yeux, pas même 3 secondes, et la voiture a quitté la chaussée. Une pause. Mon père n'a pas survécu. Clémence laissa la phrase flotter dans l'espace. Moi, j'ai survécu. Je n'ai même pas brisé le pare-brise. J'ai juste perdu l'usage de mes jambes. Sa voix était égale, contrôlée, mais cette égalité demandait un effort audible. Et depuis cet instant, j'ai vécu avec l'idée que ma seconde d'inattention avait causé sa fin, que j'avais été un garçon insouciant, stupide, de 16 ans qui voulait écouter de la musique, et que mon père, à cause de ça... Il s'interrompit. Clémence posa sa tasse. Adrien. Elle utilisa son prénom pour la première fois sans le monsieur. Elle s'en rendit compte et ne le retira pas. Les garçons de 16 ans règlent la radio dans les voitures. C'est la vérité. Et ce qui est arrivé est une tragédie. Mais une tragédie n'est pas une punition pour une faute. Une tragédie est une chose qui arrive, même aux gens qui n'ont rien fait de mal. Et votre père, cet homme qui vous laissait conduire et qui parlait de pluie et de poèmes, cet homme ne voudrait pas vous punir toute votre vie pour 3 secondes. Adrien la fixait. « Je ne peux pas savoir ce que votre père dirait, » continua Clémence doucement. « Mais je sais quel genre d'homme il était, vous me l'avez décrit. Et ces hommes-là ne veulent pas que leurs enfants restent derrière un mur à cause d'eux. » Un silence, long, épais, comme l'air avant l'orage. Puis Adrien baissa la tête. Pas de pleurs, le contrôle restait. Mais un tressaillement des épaules, un soupir plus lourd que les autres. Comme un fardeau que l'on porte depuis des années et qui pour un instant admet son poids. « Personne ne me l'avait dit comme ça », finit-il par dire. Sa voix était plus basse. Pas comme ça, sans réserve, sans condition. Marc l'a évoqué une fois, mais c'était différent. Il était trop prudent. Je suis moins prudente. Un tressaillement au coin des lèvres, pas un sourire, mais si proche. Je m'en suis aperçu, dit Adrien. Et cette fois, ce n'était pas un reproche. C'était autre chose. Clémence se leva. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda le jardin dans la lumière du soir, les arbres derrière la clôture, les lumières lointaines de la ville en contrebas. « J'ai un fils, dit-elle sans se retourner. J'ai été seule dès le 6e mois de grossesse. Le père est parti parce qu'il disait qu'il n'était pas prêt. Moi, je n'étais pas prête non plus. Mais on n'a pas le temps d'attendre d'être prêt. » Une pause. « Je vous dis cela parce que vous m'avez confié une chose que vous ne dites pas. Et il me semble juste de vous confier une chose que je ne dis pas. Moi non plus. » Adrien la regardait, de dos, devant la fenêtre, et ne dit rien. « Léo est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, » continua Clémence. « Et il est arrivé au pire moment. Donc je sais comment ça marche. Les choses qui changent une vie n'arrivent pas quand elles sont les bienvenues. Elles arrivent quand elles arrivent. » Elle se tourna vers lui. Adrien la fixait avec une expression qui n'était pas une seule expression. C'était tout un catalogue de choses à la fois. Compréhension, poids, une pointe de chaleur, peur, tendresse. Comme une page de livre où il y a trop de mots sur une seule ligne. « Je ne sais pas quoi penser de vous, » finit-il par dire doucement. « Vous n'avez pas besoin de penser quoi que ce soit, » dit Clémence. « Il suffit de savoir ce que vous ressentez. » Elle prit son sac. Elle se tourna. À la porte, elle s'arrêta, comme toujours. Mais cette fois, elle ne se retourna pas. « Au revoir. » Et elle partit. Françoise attendait dans le hall et se taisait. Clémence enfila sa veste. Dehors, il y avait de la fraîcheur et les premières étoiles. Derrière elle, elle entendit Françoise dire très bas, « Pas pour elle,
plutôt pour elle-même. 12 ans. Clémence ouvrit la porte et sortit. La 18e semaine fut calme, en apparence. En dessous, il se passait des choses que la surface ne montrait pas, mais qui étaient présentes comme une note basse en musique que le corps ressent avant l'oreille. Adrien avait des réunions avec ses associés, 3 jours dans ses bureaux du centre-ville. Il rentrait toujours tard dans l'après-midi. Clémence ne le croisait qu'un instant, quand il partait ou arrivait. Leurs échanges étaient brefs. Mais le jeudi, quand il revint avec l'expression que Clémence connaissait comme celle d'une négociation difficile, fatigué, tendu, avec cette raideur dans les épaules qui vient après des heures à défendre sa position, il s'arrêta dans le couloir où Clémence pliait le linge propre. Comment s'est passée la journée de Léo? Clémence pliait une serviette. Bien. Il était chez ma mère. Il a appris à dire « vache ». Un tressaillement, infime, mais bien là. Vache, vache, et gâteau aussi. Mais vache est venu en premier. Adrien regarda le plafond, exactement comme font les gens qui veulent sourire, mais ne se l'autorisent pas. Puis, il la regarda. Vincent Girard, un de mes associés, m'a demandé qui était cette nouvelle employée de l'agence de nettoyage. Sa voix était égale, sans sous-entendu. Clémence continua de plier. « Et que lui avez-vous répondu ?» Je lui ai dit que c'était une femme qui savait comment on nettoie un plan de travail en marbre de Carrare. Clémence leva les yeux vers lui. Adrien la fixait avec une expression où il y avait, pour la première fois, de façon tout à fait claire, une complicité. La conscience de ce qu'il disait et pourquoi. Pas un défi, pas une annonce, mais une conscience. Girard m'a demandé si cette réponse me suffisait. Clémence hocha lentement la tête. « Et elle vous suffit ?» Adrien resta un instant sans mot dire. Puis, non. Il repartit dans son bureau. Il laissa la porte ouverte. Clémence pressa la serviette pliée contre sa poitrine et ferma les yeux 3 secondes. Puis, elle les rouvrit. Elle continua de plier. Mais ses mains tremblaient légèrement, presque imperceptiblement, et ce n'était ni de froid, ni de fatigue. La 19e semaine apporta un samedi que personne n'avait prévu. Clémence était venue rattraper une absence, non sur ordre d'Adrien, mais par accord professionnel avec l'agence. Françoise n'était pas là, elle avait une fête de famille. Il n'y avait dans la maison qu'Adrien et le jardinier qui s'occupaient de l'extérieur. Clémence travaillait. Léo était à la maison avec sa grand-mère, un samedi sans crèche. Vers 11 heures, Adrien sortit de son bureau et s'arrêta au seuil de la cuisine où Clémence nettoyait les placards. « Vous avez déjeuné ?» demanda-t-elle sans se retourner. Non par amitié, mais pour une raison purement pratique. S'il ne l'avait pas fait, le plan de travail serait à nouveau sale. Non. Clémence ouvrit le réfrigérateur. Elle inspecta le contenu. Elle prit des œufs, du fromage, du pain. « Asseyez-vous à table. » Adrien ne bougea pas. « Vous n'êtes pas venu pour cuisiner. »« Je sais, je cuisine parce que j'en ai envie. » Elle se tourna. « Vous avez des objections ?» Un tressaillement des lèvres. « Aucune. » Il s'approcha de la table. Clémence cuisina, simplement vite, sans chichi. Des œufs à la poêle, du fromage, du pain grillé. Elle posa l'assiette devant lui. Adrien regarda l'assiette. Puis elle. « Vous ne mangez pas ?»« J'ai mangé ce matin. »« Asseyez-vous, » dit Adrien. Clémence regarda la table. Puis elle s'assit. Et ils restèrent ainsi, elle avec un verre d'eau, lui avec son assiette, et dehors, c'était un matin de samedi silencieux, le jardinier taillait des branches derrière la fenêtre et le monde semblait ne plus être pressé. « Votre mère vous cuisinait ça ?» demanda Adrien. « Ma mère a toujours cuisiné simplement. Elle disait que le goût doit être dans les choses elles-mêmes, pas dans ce qui les recouvre. » Adrien déjeuna. Puis il posa ses couverts et la regarda. Clémence. Sa voix était douce, ni demandeuse, ni autoritaire. Douce comme les choses que l'on dit quand tout est calme autour. Je sais que ce n'est pas simple. Je sais qui je suis, qui vous êtes, et ce que le monde en dira. Mais je veux que vous sachiez, juste que vous sachiez, que ce que je ressens est réel. Ce n'est pas la fièvre, ce n'est pas de la gratitude, ce n'est rien qui changera la semaine prochaine. C'est une chose qui est arrivée sans bruit, que je n'ai pas cherchée, et que maintenant j'accepte, parce que je ne peux pas faire autrement. Clémence restait immobile. « Je sais, » dit-elle. Adrien la fixa. « Vous savez. »« Oui, je le savais avant même que vous ne me le disiez. » Une pause. « Et je le savais pour moi aussi. » Un silence. Immense, mais pas vide.
plein comme une pièce où il y a trop de présence à la fois. « Et pourtant, dit Adrien. » Clémence croisa les mains sur la table. « Et pourtant, j'ai peur. J'ai peur parce que j'y tiens, et parce que j'y tiens, je sais ce que je risque. » Elle regarda la table. « Je tiens à Léo, à ma mère, à ce que penseront de moi les gens de Montrainot qui me font confiance, à ce que vous penserez de moi quand cela passera, si cela passe. Ça ne passera pas. Vous n'en savez rien. » « Je n'en sais rien, admit-il, mais c'est ce que je ressens. » Clémence leva les yeux vers lui. « Laissez-moi du temps. » Adrien hocha la tête. « Tout celui que vous voudrez. » Et ce fut la fin de cette conversation. Clémence se leva, débarrassa l'assiette, la lava, l'essuya. Adrien resta assis à table, regardant dehors. Le jardinier, derrière la vitre, finit de tailler ses branches et s'en alla. Le monde resta un instant en suspens. Puis Clémence reprit son chiffon et retourna à sa tâche. Et Adrien repartit dans son bureau, mais il ne ferma pas la porte. Elle resta grande ouverte. Le temps que Clémence avait demandé était un temps qui ne se mesurait ni en heures, ni en semaines. C'était un temps intérieur, celui dont on a besoin pour confirmer des choses que l'on sait déjà, mais auxquelles on n'ose pas encore croire tout à fait. Un temps durant lequel les choses ne se passent pas dans l'action, mais dans le silence. Dans ce lundi matin où elle descend du bus et marche vers le portail, le menton haut et le pas assuré, tout en sachant ce qu'il attend derrière cette grille et en laissant ses deux consciences coexister. Adrien lui accorda ce temps sans un mot. Il agissait comme un homme qui a dit ce qu'il avait à dire et qui attend désormais, non pas passivement, mais avec cette forme d'attente active où l'on sait que la chose viendra. La 20e semaine fut calme. Puis vint la 21e, et en son milieu survint un événement qui accéléra le temps d'une manière imprévue. Le mardi matin, Clémence remarqua que Françoise n'était pas venue au portail pour l'accueillir. Cela n'arrivait jamais. Clémence entra seule, traversa la cour et pénétra dans le hall, et à l'intérieur, le silence était différent, plus pesant. Françoise était dans la cuisine, le téléphone à la main, avec l'expression d'une femme qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle et ne sait pas encore comment la transmettre. « Qu'est-ce qui se passe ?» Françoise se tourna. « Adrien. Il est en bas, dans son bureau. Il est rentré hier soir de chez Marc et il n'en est pas ressorti. » Clémence posa son sac. « Pourquoi ? Marc m'a appelé ce matin. » Françoise s'approcha et baissa la voix. « Un de ses associés, Vincent Girard, a envoyé des documents à Adrien. Des documents anonymes, enfin, des informations collectées sur vous, sur l'endroit où vous habitez, votre salaire, le père de Léo, la dette de loyer que vous avez remboursée l'an dernier. Tout. » Clémence resta de marbre. Sa voix était calme. « Ce sont des choses vraies. »« Oui, mais la façon dont c'était présenté ?» Françoise baissa les yeux. « Comme si on voulait prouver que vous étiez venu ici avec une intention précise. » Clémence reprit son sac. « Je vois. Clémence, où est le bureau ?» Françoise la regarda. « La porte est fermée. Il n'a pas répondu quand j'ai frappé. » Clémence traversa le couloir. Elle s'arrêta devant la porte du bureau. Elle frappa. Rien. Elle frappa à nouveau. Silence. « Adrien !» Elle dit cela calmement, sans défi, sans supplication. Juste son nom. « Ouvrez ou j'entre. » Quelques secondes passèrent, puis le déclic de la serrure. Elle entra. Le bureau était dans la pénombre, les rideaux à moitié tirés. Adrien était assis à sa table, les documents devant lui, étalés, lus, non pas cachés dans un tiroir, mais ouverts, comme s'il les relisait sans cesse. Son expression était fermée, tendue, avec cette raideur de l'homme qui tient bon par pure volonté. Clémence s'approcha de la table. Elle regarda les papiers. « Je peux regarder ?» Adrien acquiesça. Clémence feuilleta. Elle vit son adresse à Montrainot, sa fiche de paye de l'agence, une brève description de sa situation familiale. Léo, père non déclaré, sa mère Rose Morel, couturière, la dette de loyer de l'an dernier, déjà réglée. Une citation du carnet de santé de Léo. Elle reposa les documents. « Tout cela est vrai, » dit-elle. Adrien la regarda. « Je sais. » « Alors quoi ? » Un silence. Adrien détourna les yeux vers la fenêtre. « Girard m'a dit que ce genre de profil ne cherchait qu'une chose. »« Girard vous a dit ce qu'il pense, » dit Clémence. « Girard ne vous connaît pas, ni moi. »« Non. » Adrien se tourna vers elle. « Mais les gens comme Girard ne s'arrêtent pas, Clémence. S'ils se mêlent de choses qui ne leur plaisent pas, ils peuvent faire du mal. À vous, à Léo, à votre mère. » Clémence s'assit dans le fauteuil d'en face. Elle croisa les mains sur ses genoux. Son expression était sereine. « Adrien,
Je vis à Montrénault depuis mon enfance. Je sais à quoi ressemblent les gens qui veulent faire du mal. J'en croise depuis que j'ai 11 ans. Girard est un homme qui pense que l'argent et l'information sont des armes, et elles le sont, mais seulement contre ceux qui ont peur de ce qu'il cache. Je n'ai rien à cacher. Tout ce qui est écrit là est la vérité. Je paie mon loyer, je nourris mon fils et j'économise pour le genou de ma mère. Si c'est une arme, c'est l'arme la plus faible que j'ai jamais vue. Adrien l'observait. « Et vous » dit-il doucement. « Quoi, moi ?» Vous avez peur. Clémence regarda les documents, puis lui. « Oui, mais pas à cause de Girard. » Une pause. « J'ai peur de ce que je vous ai dit la semaine dernière, que j'y tiens, et que, pour cela, je risque gros. C'est une peur intérieure. Girard est à l'extérieur. La peur extérieure, ça se gère. » Adrien resta silencieux un moment. Puis il dit lentement. « Marc m'a dit de laisser couler, que Girard essaierait une fois ou deux, puis qu'il passerait à autre chose. Il dit qu'il n'a pas assez de matière pour en faire un vrai problème, que c'est juste du commérage, de la pression. Alors laissez couler. »« Le problème ?» dit Adrien, et sa voix était différente, plus basse, sans cette fermeté habituelle. « C'est que ce qui est arrivé dans ces documents ne m'a pas atteint comme une menace. Ça m'a atteint comme une chose qui devrait me faire peur. Pour vous. » Clémence leva les yeux vers lui. « Pendant 20 ans, je n'ai eu peur de rien parce qu'il n'y avait rien que je puisse perdre. Et maintenant... » Il s'interrompit. Il s'approcha de la table. « Maintenant, j'ai peur. Et je ne sais pas si c'est une faiblesse ou le premier signe que je suis vivant. » Clémence resta silencieuse. Puis elle se leva. Elle s'approcha du fauteuil roulant. Elle posa sa main sur la table, juste à côté de celle d'Adrien. Pas dessus, juste à côté. « C'est les deux, » dit-elle calmement. « Et les deux sont une bonne chose. » Adrien la regardait, du bas vers le haut. Et dans ce regard, il y avait tout ce qu'il avait porté pendant 2 décennies et qui, désormais, bougeait lentement, comme une chose qui ne veut pas se presser mais qui est en mouvement. « Qu'est-ce que je dois faire avec Girard ?» demanda-t-il. « Rien, » dit Clémence. « Laissez-le. Occupez-vous de ce qui est à l'intérieur. » Il hocha la tête. Clémence retira sa main de la table. Elle se tourna. « Je vais travailler. »« Clémence. » Elle s'arrêta. « Merci d'être venue. Je viendrai toujours. » Elle sortit. Françoise la vit quitter le couloir et poussa un long soupir de soulagement. Girard vint en personne le jeudi. Clémence le croisa dans le hall d'entrée, un homme d'une 50aine d'années, dans un costume parfaitement taillé, avec l'expression de celui qui a l'habitude d'entrer dans une pièce en maître de la situation. Il la regarda, puis Françoise, puis à nouveau elle. « C'est vous l'employé ?» Clémence le jaugea calmement. « Employé de l'agence de nettoyage, oui. » Girard esquissa un sourire, ce genre de sourire qui est plus un outil qu'une expression. « Adrien est là ?» demandez à la gouvernante. Françoise arriva et conduisit Girard au salon. Clémence continua son travail. Mais durant les 20 minutes où Girard fut dans la maison, aucune voix forte ne s'éleva du couloir, aucun éclat, aucune dispute. Puis des bruits de pas, une porte, le silence. Françoise vint trouver Clémence dans la buanderie où elle pliait le linge. Il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Adrien l'a reçu. Il l'a écouté. Puis il lui a dit que les affaires de cette maison ne regardaient personne en dehors de cette maison. Et que s'il le fallait, il engagerait des poursuites pour diffusion d'informations privées. Clémence hocha la tête. Girard lui a demandé s'il était sérieux. Françoise sourit, un vrai sourire cette fois. Adrien lui a répondu qu'en 20 ans de carrière, il n'avait jamais dit une chose qu'il ne pensait pas sérieusement. Clémence pliait une serviette. Elle la pressa contre ses lèvres, non pour pleurer mais pour contenir ce tressaillement qui survient quand la chose que l'on espérait se révèle être vraie. Quelle mine il avait! Calme, dit Françoise, comme un homme qui se souvient enfin de qui il est. Clémence acquiesça, puis elle alla chercher Léo, l'habilla et partit. Dans le bus du retour, avec Léo sur les genoux jouant avec les boutons de sa veste, Clémence pensait à cette expression décrite par Françoise, à l'expression calme, à l'homme qui se souvient de qui il est. Et elle pensait à elle-même, à Clémence Morel de Montrénault, qui s'était dit pendant 16 semaines « Arrête-toi » et qui pourtant n'était pas parti. Léo émit un petit son de satisfaction et lâcha le bouton. Il la regarda et dit, clairement avec cette conviction absolue des enfants, « Maman !» Clémence le serra contre elle et ferma les yeux. Et elle sut, avec cette certitude tranquille qui n'a pas besoin d'arguments, que lundi matin, elle descendrait du bus, marcherait vers le portail et que son pas serait assuré. Et que, cette fois, elle ne se dirait plus de s'arrêter. Il existe des matins différents.
Non parce que la lumière, la météo ou le trajet du bus ont changé, mais parce qu'on se lève en sachant, avec cette certitude calme et indiscutable, que la journée sera autre. Cela ne signifie pas qu'elle sera facile. Cela ne signifie pas qu'elle viendra sans douleur, sans peur ou sans paroles difficiles, mais elle viendra différemment, et cela suffit. Clémence se leva ce lundi-là sans réveil. Elle s'habilla en silence. Elle prépara le café. Léo dormait. Il serait chez sa grand-mère, comme chaque lundi. Sa mère arriva à 6h30 et au moment de prendre l'enfant, elle regarda Clémence avec l'expression d'une femme qui connaît sa fille sans avoir besoin de poser de questions. « Tu as l'air différente. »« Je suis la même. » Sa mère hocha la tête. Différemment la même alors. Clémence partit. Le bus arriva à l'heure. Saint-Étienne était plongé dans un matin gris. Un de ces jours paisibles où la ville ne fait pas d'efforts. Elle existe, tout simplement. Clémence, assise près de la fenêtre, ne se répétait rien. Aucune consigne de prudence, aucun schéma pour se maintenir à distance. Elle laissa ses pensées couler librement. Elle arriva au portail à 7h moins le quart. Elle sonna. Le portail s'ouvrit, électroniquement, comme toujours. Mais cette fois, avant même qu'elle n'ait traversé la cour, la porte d'entrée de la maison s'ouvrit aussi. Adrien se tenait, assis dans son fauteuil sur le seuil. Cela n'était jamais arrivé. En 5 mois de travail, c'était toujours Françoise qui l'attendait. Adrien la croisait à l'intérieur, dans le couloir, le bureau ou le salon. Jamais au seuil de la porte. Clémence s'arrêta au milieu de la cour. Adrien la regardait depuis le perron. Il faisait frais dehors, il n'avait qu'une chemise, comme s'il était sorti sans réfléchir, ou comme si la réflexion n'était plus ce qui importait. « Bonjour », dit-il. « Bonjour », répondit Clémence. Elle franchit les derniers mètres et entra dans le hall. Adrien recula son fauteuil vers l'intérieur. « Françoise n'arrive qu'à 8h, dit-il. Le café est prêt. J'aimerais que vous entriez un instant avant de commencer votre travail. » Clémence accrocha sa veste. « Très bien. » Ils allèrent dans la cuisine, Clémence marchant, Adrien roulant, et il y avait dans ce mouvement quelque chose de naturel qui n'existait pas auparavant, comme deux êtres habitués à leur rythme côte à côte. Sur la table, il y avait 2 tasses. Clémence s'assit, Adrien s'installa en face d'elle. Il servit le café. Il lui tendit sa tasse. Ils restèrent ainsi un moment, sans un mot. Dehors, le matin était silencieux. Le jardinier n'était pas encore là. La maison respirait paisiblement. « J'ai parlé à Marc », finit par dire Adrien. « À quel sujet ?»« Des choses que je veux faire différemment. » Une pause. « Et d'une chose dont je veux vous parler. Directement. » Clémence prit sa tasse à 2 mains. Marc m'a dit, encore une fois, comme s'il avait peur que je n'ai pas compris, ce que les gens diront de nous, ce que diront les associés, ce que dira Girard, ce que diront les gens de votre quartier, ce que diront les journaux si jamais cela s'ébruitait. Adrien fixait la table, et je lui ai répondu ce que je lui répondrai chaque fois que ce sera nécessaire. Je m'en fiche. Clémence le regarda. Ce n'est pas par naïveté que je m'en fiche, continua Adrien, et sa voix était ferme, non pas d'une fermeté dure, mais de celle d'une chose posée sur un socle solide. Je m'en fiche parce que, pendant 20 ans, j'ai vécu pour ce que les gens pensaient, et le résultat, c'est ce que vous avez vu en arrivant. Une maison vide et un homme incapable d'accepter une tasse de café sans donner d'ordre. Une pause. Je ne veux plus de cela. Clémence posa sa tasse. Clémence, je vous aime. Il dit cela directement, sans fioriture, sans préparation, sans mise en scène dramatique, simplement comme un constat, profond, mais calme. Je sais l'écart qu'il y a dans nos vies, nos parcours, les mondes d'où nous venons. Je sais que le monde aura son mot à dire, et je sais que vous avez un fils et une mère, et des fardeaux que vous portez seul. Je ne veux pas ajouter à votre poids. Je veux être celui qui porte une partie de ce poids avec vous, si vous le voulez. Un silence. Clémence ne regardait pas la table. Elle le regardait, lui, cet homme, plus de 30 ans de vie derrière un mur, plus de 20 ans de culpabilité et d'isolement. Une maison morte et des portes fermées, et pourtant le voilà en chemise à la table de la cuisine, avec 2 tasses et la lumière du matin qui entrait par la fenêtre. « Je vous aime aussi », dit Clémence. Doucement, avec droiture, sans drame. Je le sais depuis le jour où vous avez ri dans le débarras à cause d'une voiture en plastique. Un tressaillement au coin des lèvres d'Adrien. Puis un sourire, vrai, ouvert, sans garde. Un sourire qui venait de loin et qui n'avait plus de barrière. C'était une voiture à 3 francs 6 sous,
dit-il. Le prix n'a aucune importance. Le tressaillement se mua en un rire, discret, court mais authentique. Et Clémence rit aussi, car le rire d'un tel homme est une chose rare dont on saisit immédiatement la valeur. Ils restèrent à table, riant pour une voiture en plastique, et dehors le matin s'installa pleinement. La maison était différente, non par les meubles ou la lumière, mais par ce qui y circulait. Françoise arriva à 8 heures et les surprit dans la cuisine. Clémence travaillait au plan de travail, Adrien buvait son second café à table en lisant des documents. Une scène tout à fait normale, ou presque. Car Françoise remarqua la seule chose qui, en 12 ans dans cette maison, lui avait appris à lire les situations. La porte du bureau était grande ouverte, pas seulement entr'ouverte, grande ouverte. Françoise posa son sac, mit son tablier et s'approcha de la cuisinière sans un mot. Mais sur son visage, il y avait un tressaillement si large que Clémence le vit depuis l'autre bout de la cuisine. Marc passa dans l'après-midi, avec des dossiers cette fois, mais aussi avec une intention différente dans sa démarche. Il traversa le hall, salua Françoise, salua Clémence, puis frappa au bureau et entra voir Adrien. Il resta là plus d'1 heure. Clémence travaillait à l'étage et n'entendait pas les paroles. Quand Marc redescendit, il s'arrêta près de Clémence au moment où elle traversait le couloir. « J'ai un message d'Adrien pour vous. »« Lequel ?» Marc esquissa un sourire. « Il dit que son chauffeur connaît bien mon traîneau. Si vous décidez... » Il ne dit pas cela comme une menace, il le propose. Il peut toujours vous ramener, vous et Léo. Vous n'êtes pas obligé de prendre le bus. Clémence regarda Marc. Marc haussa les épaules. C'est Adrien. Le soutien passe par la logistique. Clémence hocha la tête, puis elle dit « Dites-lui que le bus me convient très bien, mais je le remercie pour l'offre. » Marc rit, de bon cœur, sans retenue. « Très bien, je lui dirai. » Il partit. Clémence finit de nettoyer le couloir. Puis elle ramassa ses affaires, enfila sa veste et alla dire au revoir à Françoise dans la cuisine. Adrien sortit de son bureau en entendant le bruit du départ. « Vous revenez demain ?»« À 7 heures, » dit Clémence. Il hocha la tête. Puis, et c'était une chose nouvelle, un seuil qu'il n'avait pas encore franchi, il s'approcha et lui tendit la main. Simplement, comme un geste entre deux êtres qui s'estiment et veulent l'exprimer sans mots. Clémence la prit. Leurs mains se serrèrent, la sienne ferme et large, et la sienne, qui connaissait le travail, le savon et la température d'un front fiévreux. Ils restèrent ainsi 3 secondes. Puis, Clémence lâcha sa main. Elle se tourna. Elle partit. 6 mois après ce lundi matin, la maison du cours Foriel était méconnaissable. Pas dans son architecture. Les murs étaient les mêmes, les fenêtres identiques, le jardin inchangé. Mais l'air y était différent. Les rideaux restaient ouverts toute la journée. Les fenêtres laissaient entrer l'air sans qu'on ait besoin de le demander. Du salon s'élevait parfois le son du piano, non plus hésitant, non plus haché, mais mélodique, plein, comme le jeu d'un homme qui a repris l'habitude de jouer. Léo venait 3 fois par semaine. Il connaissait la maison comme un lieu familier. Il traversait le débarras, allait directement sur le tapis de cubes qui l'attendait toujours. Et Adrien s'arrêtait au seuil du débarras, comme il le faisait au début, mais désormais sans ce poids. Sans la lourdeur de l'homme debout devant une pièce où il a peur d'entrer. Il regardait, Léo l'appelait du geste, Adrien s'approchait, et Léo lui apportait ses voitures, construisait des tours et les démolissait avec ce plaisir qu'ont les enfants pour les choses qui tombent, car ils savent qu'on peut les reconstruire. Rose, la mère de Clémence, vint pour la première fois à la maison sur l'invitation de sa fille. Elle s'assit dans la cuisine avec Françoise, but un thé et elles discutèrent, comme discutent les femmes qui se sont comprises sans long préambule. Du travail, des enfants, des choses qui comptent. Adrien l'accueillit avec un salut bref et sincère avant de se retirer dans son bureau. Non pour fuir, mais parce qu'il savait que ce moment appartenait aux femmes de la maison, et il respectait cela. Girard ne reparut jamais. Marc disait qu'il passerait à autre chose, et il passa comme passent les choses qui n'ont pas assez de carburant. L'un des associés d'Adrien, un autre que Girard, plus âgé, plus calme, le croisa lors d'une réunion dans un état qui le surprit. Adrien était présent différemment, ni plus agressivement, ni plus mollement, mais plus pleinement, comme un homme revenu d'un endroit où il était resté trop longtemps. Après la réunion, cet associé l'arrêta dans le couloir et lui dit simplement « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis heureux pour toi. » Adrien le remercia, simplement, sans explication. Françoise surprit un jour Clémence et Adrien dans le salon.
Elle ne restait pas intentionnellement, mais elle entendit un fragment, la voix de Clémence, à la fois ferme et légère, qui racontait quelque chose sur Léo, et le rire d'Adrien en réponse. Françoise s'appuya contre le mur du couloir un instant. Elle ferma les yeux. 12 ans. 12 ans dans cette maison, fait de travail, de silence et de marche sur la pointe des pieds, autour d'un homme qui avait transformé sa douleur en muraille. Et maintenant la muraille n'avait pas disparu, mais elle avait une porte ouverte, et derrière, il y avait de l'air. Elle quitta le couloir avec une expression que personne ne vit, et c'était tant mieux car Françoise n'aimait pas qu'on la voie les yeux humides. Elle aurait dit que c'était une allergie, mais ça ne l'était pas. Le vendredi de la 19e semaine de cette nouvelle ère, le soir, après le départ de Françoise, après le dîner, après avoir couché Léo dans la chambre d'enfant qui était désormais la sienne, avec sa couverture jaune et ses cubes sur le tapis, Adrien demanda à Clémence de le rejoindre dans la bibliothèque. Clémence entra. La lampe près de la fenêtre était allumée, la petite lampe à la lumière chaude qui était là depuis ce premier après-midi de pluie. Adrien était à sa table. Sur la table, il y avait un petit objet, un écrin en bois sombre de la taille d'une paume. Clémence s'approcha. « Asseyez-vous » dit Adrien. Elle s'assit. Adrien prit l'écrin. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une bague, simple en or avec une petite pierre bleue. Rien d'ostentatoire. Un objet choisi avec attention, pas pour son prix. « Je ne suis pas doué pour les discours », commença Adrien. Sa voix était égale, mais il y avait de la chaleur dans cette égalité, comme une lumière droite qui réchauffe si l'on se tient assez près. « Je suis meilleur dans l'action. C'est pourquoi je suis allé chez le bijoutier et je lui ai dit ce que je cherchais. Et il m'a montré 10 bagues, et j'ai pris celle qui vous ressemblait le plus. » Clémence regardait la bague. Simple, solide, avec une couleur qui ne se perd pas, même sous la lumière du travail. Adrien leva les yeux vers elle. « Je vous demande de rester avec moi, pas comme employé d'une agence, pas comme une invitée, comme la chose pour laquelle je n'ai pas de mots assez forts, mais dont vous connaissez le sens. » Clémence leva les yeux de la bague vers Adrien, vers cet homme aux yeux sombres dont la vitre avait disparu, vers cet homme qui avait appris par un après-midi de pluie que les mots peuvent être dits, même si on ne les a pas prononcés pendant 20 ans, vers cet homme dont le rire était revenu pour une petite voiture en plastique et dont les mains sur les touches du piano étaient l'expression la plus sincère qu'elle ait jamais vue. « Oui, » dit-elle, une seule fois, simplement, sans fioriture. Adrien sortit la bague de l'écrin. Il lui prit la main. Clémence la lui donna. La bague glissa sur son doigt, parfaitement ajustée, comme une chose qui est à sa place. Clémence regarda la bague un instant, puis elle leva les yeux. Et Adrien la regardait, avec ce sourire qui était né le jour où un garçon de 16 ans avait réglé la radio, et par ce geste, avait fermé quelque chose qui, désormais, lentement, comme les choses qui ne se précipitent pas, mais avancent, s'ouvrait à nouveau. Un sourire sans tressaillement, sans condition, sans muraille. Clémence posa son front contre le sien. Ils restèrent ainsi un moment qui n'avait pas de durée, juste une présence. Dehors, le vent soufflait. Léo dormait derrière la cloison, sa couverture jaune remontée sous le menton. La maison était silencieuse, non plus de ce vieux silence vide, mais d'un silence habité. Une présence, une chaleur, 2 mains dont l'étreinte était le premier contact véritable en 20 ans. La lampe brillait. Et dans cette bibliothèque, où les étagères portèrent les poèmes du père et où le piano attendait en bas, le couvercle fermé seulement pour la nuit, dans cette pièce où un après-midi de pluie avait changé l'air de la maison, s'était produite une chose que l'on ne peut décrire mieux que ceci. 2 êtres qui s'étaient rencontrés là où ils ne devaient pas se rencontrer, et qui pourtant s'étaient retrouvés. Qui avaient résisté, reculé, et s'étaient dit « arrête-toi », et qui pourtant n'étaient pas partis. Qui avaient apporté chacun leur fardeau et découvert que les poids portés ensemble ont une autre mesure. Rien de tout cela n'était simple. Rien n'était fini, mais c'était réel, et le réel suffit. Si cette histoire vous a touché, si vous avez reconnu en Clémence ou en Adrien une part de vous-même, d'une personne à qui vous pensez, ou simplement ce sentiment que les choses changent là où on s'y attend le moins, laissez-nous un j'aime et abonnez-vous à la chaîne, car chaque jour nous vous proposons de nouveaux récits qui méritent d'être écoutés. Dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous suivez. Nous aimons savoir jusqu'où ces histoires voyagent. Et si vous connaissez quelqu'un à qui ce récit ferait plaisir, partagez-le lui. On vous attend pour la prochaine histoire.